Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur RTL TVI et de vous accueillir dans Dossier Tabou, votre tout nouveau magazine d'investigation. Au programme de notre premier numéro, l'intégration en Belgique est-elle un échec? Maroco-Beek, Molenbeek, Scarbeek, Turco-Beek. Savez-vous que la moitié des Turcs qui vivent en Belgique vivent dans 9 communes seulement? Tu te sens belge ou est-ce que tu te sens turc d'abord? Je suis turc. Le communautarisme se développe-t-il? Peut-on encore parler de tout dans nos écoles? Ah ben là, c'est des statues d'hommes nus, et en plus avec des phallus, donc forcément ça ne va pas. Donc c'est pervers. Et il y avait une grande mixité dans les écoles. Oui. Et maintenant, il y a beaucoup d'écoles ghetto. L'immigration, c'est une richesse pour notre société, mais c'est une richesse à gérer. Chômage, délinquance, statut de la femme sont encore des sujets tabous. Elle me dit qu'il y avait un patient marocain qui s'adresse à elle en lui disant « Mets ton voile, putain ». Malgré qu'on est dans un pays européen, c'est ça qui est triste. Nous ne pouvons pas vivre cette vie de liberté en tant que non-pratiquants. Ici, l'été dernier, des dizaines de bénévoles ont recouvert la grande place de Bruxelles avec un gigantesque tapis de fleurs. C'est l'une des nombreuses manifestations organisées en grande pompe pour célébrer le 50e anniversaire de l'immigration turque et marocaine en Belgique. Mais à l'époque, personne n'avait imaginé et donc prévu qu'un demi-siècle plus tard, ils seraient devenus si nombreux. Aujourd'hui, 430 000 personnes d'origine marocaine et 200 000 d'origine turque vivent dans notre royaume et la plupart sont nés ici. Maintenant que les pétales sont fanés, je vous propose d'aller voir si les tombereaux de fleurs qu'on a déversés sur l'émigration ne cacheraient pas aussi quelques cactus. À l'est du canal qui coupe Bruxelles en deux, pas difficile de trouver des personnes d'origine marocaine ou turque, notamment sur le très coloré marché de Molenbeek. Je peux vous poser une question? Vous êtes né en Belgique ou... Non, je suis né au Maroc. Vous êtes content en Belgique, vous vous plaisez bien? Je suis content, je suis très content, il n'y a pas de problème. C'est un pays où vous vous plaisez bien, la Belgique? Bien sûr, c'est un très très beau pays. Les gens, quand ils viennent échanger ou qu'ils cherchent mon échoppe, ils disent qu'il faut aller chez la Belge. Et qu'est-ce que vous trouvez de bien en Belgique? Il est bien. Pourquoi? Il est bien en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a de bien en Belgique et qu'il n'y a pas au Maroc? Du tout. Qu'est-ce qui a changé ici depuis des années? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Moi, quand je viens ici, je crois que je suis au Maroc. On ne parle plus le bruxellois. C'est emmerdant. Ce n'est plus Molenbeek, c'est Maroc-Beek maintenant, monsieur. Maroc-Beek. Quand vous mettez un mouton avec des cochons, on ne dit pas que les cochons sont racistes, on ne dit pas que le mouton est raciste. Oui. Il faut savoir s'intégrer. Il faut que le mouton trouve sa place. Vous êtes un mouton et les Belges sont des cochons? Non, c'est un exemple, non. Ah bon? Non. Vous voulez qu'il y ait une fille ici? D'accord. Allez, bonne journée. Merci, monsieur. Savoir s'intégrer, intégration, un mot à prendre avec des pincettes car il n'a pas pour tout le monde la même signification. Et si des dirigeants politiques critiquent l'intégration, pour les uns, ils sont courageux et pour les autres, ils font de l'électoralisme. Pour vous, l'intégration des étrangers est un échec? C'est un échec. C'est un échec. Si vous écoutez un étranger, il va vous dire « moi je me sens pas bien là ». Par contre, si vous écoutez quelqu'un d'origine belge, il va vous dire « je ne me sens plus bien chez moi ». Il faut qu'il s'adapte aussi au milieu belge, à la commune où il habite, au tissu social où il s'intègre. Il y a un véritable échec d'une politique d'intégration dans un certain nombre d'endroits. Apparemment, à l'ambassade du Maroc à Bruxelles, on n'est pas du tout du même avis, puisque l'ambassadeur a déclaré récemment, je le cite, « L'intégration de mes compatriotes en Belgique est exemplaire ». Depuis des semaines, nous demandons à pouvoir l'interviewer, notamment sur ce sujet, sans succès. Dommage, car nous aurions aimé lui demander ce qu'il pense de ceci. Bonsoir, Majesté. Merci de recevoir cette sur-7 au Palais Royal à Rabat. Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer.
Le roi Hassan II du Maroc, décédé en 1999, était catégorique. Intégrer ces sujets dans un pays européen, ça ne peut pas marcher. Alors, avait-il raison ou prenait-il ses rêves pour des réalités? En tout cas, on doit constater que chez nous, il y a de multiples exemples d'intégration parfaitement réussie, quelques-uns parmi les plus connus. Fadila Lahanan, plusieurs fois ministre notamment de la Culture. Nabil Ben Yadir, réalisateur du film Les Barons. Nasser Chadli et Marwan Felani, deux stars de l'équipe des Diables Rouges. Sans oublier Hakim Darmouche qui présente le journal TV le plus regardé par les francophones de Belgique, etc., etc. Et puis, sans être connu, il y a des exemples qui n'en sont pas moins extraordinaires. Écoutez l'histoire incroyable de cette femme médecin qui a créé, il y a 25 ans à Saint-Gilles, la maison médicale Galilée. Elle m'a accueilli dans sa polyclinique et m'a présenté sa vieille maman. Ah, Ima. Bonjour Madame Bakioui. Dites-moi, Oui, à part Afida, combien d'enfants vous avez eu? 14. 14. Oui. Et combien de filles, combien de garçons? 9 filles et 5 garçons, un est mort. Ah, il y en a un qui est mort. Ouais. Et vous êtes venu en Belgique en quelle année? En 63. Et votre mari était déjà venu en Belgique à ce moment-là? 61. Ah oui. Il était manœuvre dans le bâtiment, c'est ça. Et le soir, il nettoyait les bureaux. Et quel âge avez-vous? Oh, pas d'idée quel âge, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Vous ne savez pas quand vous êtes né? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre fille qui a réussi comme ça? Je suis très content de mes filles, tout. Vous êtes fier? Normal. Et vous, docteur, vous n'êtes pas né en Belgique, vous êtes né au Maroc. Moi, je suis née au Maroc et je suis venue vers l'âge de 3 ans. Alors, par quel miracle la petite Afida a-t-elle réussi à devenir médecin? Au test PMS, on m'avait demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais être médecin. Oui, Et à alors- 12 ans, ça. Voilà. Oui. Alors, ils m'ont expliqué que c'était mieux d'être infirmière parce que les études de médecine, c'est long, c'est très cher. Et alors, je suis allée dans une section technique aspirante en nursing. Où il n'y avait que des filles, c'est important. Il n'y de avait dire. que des filles. Parce que votre papa ne voulait pas que vous soyez avec des garçons. Non. J'ai travaillé à partir de 14 ans comme femme de ménage et puis à 15 ans comme serveuse. Pendant toutes vos études. Voilà, pendant 8 ans. Et puis alors, à 18 ans, qu'est-ce que vous êtes dit? À 18 ans, je voulais quand même aller à l'université. Oui. C'était très difficile, vu que j'avais pas beaucoup de bagages. Oui. Alors j'ai passé d'abord un examen de maturité en biologie et chimie. Oui. Et puis alors j'ai fait la médecine à l'ULB. Et vous avez réussi? Oui, oui. Avec grande distinction. Oui. Les Bakioui, c'est un véritable clan. Plusieurs sœurs et nièces du docteur travaillent dans sa maison médicale ainsi qu'au hammam qu'elle a ouvert juste à côté. Le cabinet de sa sœur Najat, qui est avocate, se trouve aussi ici. Et c'est une autre sœur qui en est la secrétaire. Est-ce que vous diriez que vous êtes bien intégré? Moi, j'ai le sentiment d'être bien intégrée, tout à fait. Et contrairement à votre sœur Afida, vous êtes née en Belgique, vous. Moi, je suis née à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre. Et donc vous êtes belge. Je me considère comme étant tout à fait belge, mais avec des origines maghrébines, hein, quand même. Le moins que l'on puisse dire des sœurs Bakioui, c'est qu'elles sont volontaristes et solidaires. Leur devise pourrait être « Quand on veut, on peut ». Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes d'origine maghrébine, parfois deuxième, troisième génération, et qui rament, comme on dit, pour arriver dans la vie? Qu'est-ce que vous leur diriez? Il faut avoir beaucoup de volonté et de dire qu'on peut y arriver, même si on est d'origine maghrébine, on est issu de la deuxième génération, donc je pense qu'il y a moyen. S'ils ont un peu de volonté, je pense que tout le monde peut y arriver. Mais pas d'angélisme. Malgré tous ces beaux exemples d'intégration, il ne faut pas se voiler la face. Toutes les études concordent. Un demi-siècle après l'arrivée des premiers immigrés marocains et turcs en Belgique, c'est parmi leurs descendants qu'on trouve le plus grand nombre d'échecs scolaires, de chômeurs et de détenus dans nos prisons. Alors, face à un tel bilan, peut-on affirmer qu'en Belgique, l'intégration est un succès? Nous avons posé la question au Centre pour l'égalité des chances.
Au bout de 50 ans, la deuxième, la troisième génération a encore un retard de position dans l'enseignement, dans l'emploi, etc., et confronté à des difficultés. Et en ce sens, ça a été un échec parce qu'au moment où les personnes sont arrivées il y a 50 ans, il n'y a aucune politique d'intégration qui a été menée à ce moment-là. Donc la responsabilité des politiques est clairement Il y a une engagée. responsabilité des autorités publiques, c'est certain. Premier gros cactus de notre enquête, l'école. À tous les niveaux de l'enseignement, du fondamental au supérieur, ce sont les enfants issus de l'immigration qui cumulent le plus grand nombre de problèmes. Exemple, parmi les enfants ayant doublé au moins une fois à l'école primaire, il y a 20% de belgo-belges, 33% d'élèves issus de l'immigration et même 50% de Turcs. Depuis 5 décennies, les choses ont beaucoup changé. Mais à entendre le docteur Bakioui, elles se seraient plutôt aggravées. Quand moi j'allais à l'école, malgré tout, il n'y avait pas tous ces accumulations de problèmes socio-économiques qui touchent les jeunes actuellement. Et il y avait une grande mixité dans les écoles. Oui. Et maintenant, il y a beaucoup d'écoles ghetto. Et je crois que les difficultés pour les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus importantes que celles que nous, on a connues. Pourtant, les causes des handicaps scolaires des enfants de l'immigration sont archi connues depuis longtemps. Parents socialement défavorisés, méconnaissance de la langue et de la culture. Ici à Forêt, on tente de pallier aux carences du système scolaire. Si je vous dis, ici, on compense le problème des écoles poubelles, vous êtes d'accord? Oui, c'est malheureusement une réalité. Certaines écoles regroupent tous des enfants qui sont en difficulté. Donc, comme je disais tout à l'heure, forcément, les professeurs sont submergés. Ils ne peuvent pas compenser ce manque. Et si tu n'avais pas l'école des devoirs, tu aurais du mal à faire tes devoirs tout seul? Ça dépend. Des devoirs, oui, des devoirs, non. Oui. Ça aide à réussir à l'école? Ouais, ça aide beaucoup. Est-ce que c'est normal que des ASBL doivent compenser en quelque sorte ce que l'école ne fait pas? Dans le meilleur des mondes, on dirait non. Oui. Mais malheureusement, beaucoup d'ASBL comblent le manque sur beaucoup de domaines et pas que sur l'école. Donc heureusement que les ASBL sont là. Oui. Et bon, je pense qu'au niveau de l'enseignement, oui, il y a des choses à revoir. Bien nécessaire ce genre d'initiative quand on sait que 74% des pères et 83% des mères de ces enfants n'ont pas dépassé l'enseignement secondaire inférieur. Le docteur Altay Manço, grand spécialiste de l'immigration, lui-même d'origine turque, est venu à RTL. Je lui ai demandé si la Belgique avait une responsabilité concernant ce très grand nombre d'échecs scolaires parmi les enfants d'immigrés. Quand on fait venir une population immigrée, on doit penser que ce ne sont pas seulement des bras, mais c'est des hommes qui viennent. Et les hommes viennent avec les femmes, et les femmes viennent avec les enfants, et ainsi de suite. Et donc, il faut accueillir les familles en tant que telles. Et l'école a raté son devoir à ce niveau-là. Je n'en veux pas aux enseignants qui font leur possible. Oui, oui. Ça, c'est sûr, c'est des héros. Mais je n'en veux quand même à une étroitesse d'esprit au niveau du pilotage de ce système scolaire. Mais la réussite ou l'échec scolaire à l'école est aussi fort influencé par le milieu familial. Écoutez 3 jeunes qui ont réussi un parcours scolaire sans faute. Le fait qu'on a déjà été poussé par nos parents, sachant que déjà des gens ont des difficultés à trouver un emploi avec un diplôme. Donc sans diplôme, c'est d'autant plus difficile. Donc ça nous force un peu à nous mettre un peu dans le bain des études. Tu as été très motivé par tes parents? Bien sûr. Mes parents m'ont beaucoup poussé à ça. Et j'ai aussi pris conscience très vite que l'école, c'était très important. À 2 pas de la célèbre basilique, cap sur l'Athénée royal de Kuckelberg. Très grand établissement scolaire de la communauté française en région bruxelloise, dans un quartier qui compte beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Monsieur, la salle des professeurs. Merci beaucoup. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Madame Jacob organise un voyage à Londres pour tous les élèves de 3e année. Est-ce qu'il y a parfois des filles qui n'y viennent pas parce que les parents ne veulent pas qu'elles quittent la maison plus d'un jour? L'année passée, j'ai dû insister pas mal pour certaines filles, oui. C'est vrai. Rassurer les parents? Rassurer au niveau de la nourriture, au niveau du logement, est-ce que les chambres sont mixtes, pas mixtes, et même culturellement parlant, est-ce qu'on respecte leur culture? Oui, tout ça, je dois les motiver. Quand on part plus qu'un jour, ça pose des problèmes, on se pose des questions. Souvent, c'est que les filles délogent. Je vais peut-être demander à Madame la Préfète, je vais sortir ici le journal d'aujourd'hui, mixité sociale à l'école, l'échec. C'est tout à fait faux à l'Athénée royal de Kuckelberg. Chez vous, c'est faux. Je vous le garantis.
on est représentatif de la société bruxelloise. Est-ce que vous avez beaucoup d'échecs ici? Est-ce que vous avez une population, beaucoup d'enfants d'immigrés ou d'ex-immigrés? Nous avons une population d'enfants d'immigrés, mais nous mettons tout en place, tant dans la relation pédagogique avec les parents, que dans les heures de soutien, de remédiation, pour que les choses se passent bien. Combien d'enfants en moyenne suivent le cours de religion musulmane ici? La moitié. La moitié quand même? Je pense, oui. Est-ce que ça ne pose pas parfois des problèmes quand on parle par exemple du créationnisme? Absolument aucun. Je vous invite à aller filmer les murs de l'école. Hélas, cette belle fresque illustrant les théories de Darwin n'empêche pas certaines filles musulmanes de brosser le cours obligatoire de natation car elles ne veulent pas se montrer en maillot à la piscine. C'est ce que nous avons appris, mais en catimini. À ce stade-ci de l'émission, je dois vous faire part d'une inquiétude. Pour mon enquête, j'ai recueilli un grand nombre de confidences d'enseignants et de personnes issues de l'immigration. Hélas, très peu ont accepté d'en parler face caméra ou alors seulement de manière anonyme. Madame, vous êtes professeure d'histoire? Oui, dans un athénée bruxellois. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez avec des enfants d'origine maghrébine ou musulmane? Eh bien, il faut savoir que dans mon établissement, il y a plus ou moins 85% d'élèves d'origine maghrébine. Oui. Et que les problèmes sont d'ordre, le premier, c'est le créationnisme. Donc l'homme ne descend pas du singe, c'est une aberration. C'est ce qu'ils disent? Tout à fait. Alors j'imagine que vous faites un peu d'histoire de l'art dans votre cours. Alors une chose comme ceci, qu'est-ce que ça provoque comme réaction? Pourquoi est-ce que je montre des femmes nues? C'est honteux. Et alors, je dois insister pour qu'on ne fasse pas de la censure, donc qu'on ne redessine pas des vêtements sur les statues ou sur les peintures. Au marqueur, quoi. Voilà. Au marqueur, oui, parce que les parents ne peuvent pas voir ça. Oui. Et donc, on met des habits. Alors, vous avez aussi votre cours d'histoire, là, ça c'est le fascicule scolaire. Quel est le problème avec ça? Ah ben là, c'est des statues d'hommes nus, alors ce sont des hommes, et en plus avec des phallus, donc forcément, ça ne va pas. Statues grecques. Des statues grecques. Insupportables. Insupportables, on voit des hommes nus. Ah, oui. Donc c'est pervers. Le deuxième, c'est plutôt tout ce qui est homophobie. Dès que l'on voit deux hommes ou deux femmes sur un document, oui, c'est des PD, des guines. Oui. Le troisième, c'est plutôt d'ordre antisémite. Oui. Donc dès qu'on parle de la civilisation des Hébreux, c'est des sales juifs. Oui. Est-ce que vous êtes amer? Je suis triste parce que moi j'aime mon métier et je ne peux pas en parler comme je voudrais ou dire ce que je voudrais. Et vous avez l'impression que ça s'aggrave par rapport au début de votre carrière? Par rapport il y a 20 ans, oui. Nadia Geertz, maître assistante en philosophie, pour son livre « La neutralité n'est pas neutre », elle a recueilli de très nombreux témoignages de professeurs. Alors parfois, certains ne sont-ils pas amenés à devoir se censurer? C'est-à-dire que tant qu'on est dans une classe où il y a des musulmans, des athées, des catholiques, des juifs, enfin un petit peu de tout, finalement, il y a des bas et les choses peuvent se passer, je crois, dans la plupart des cas, relativement bien. Malheureusement, ce que je constate, surtout à Bruxelles, c'est qu'il y a encore beaucoup trop d'écoles ghetto où se trouvent énormément d'enfants qui sont de confession musulmane et où là, évidemment, l'enseignant se retrouve parfois bien seul quand il s'agit de défendre certains principes et certaines valeurs. Exemple tout récent qui est loin d'être isolé. Après l'attentat de Paris à Charlie Hebdo, une enseignante de Bruxelles en parle avec ses élèves de professionnels. 14-15 ans, tous musulmans. Elle nous relit la lettre qu'elle nous a envoyée. Journée difficile aujourd'hui. J'ai préparé ma journée d'aujourd'hui comme jamais. J'ai amené des images de couverture de Charlie. J'appréhendais vraiment cette journée. La réaction de chacun était différente. Je félicite ceux qui, entrant en classe, m'ont fait part de leur horreur. D'autres sont entrés et m'ont dit « c'est bien fait ». Mais le problème, c'est le dernier cas. Ils n'étaient que deux, mais deux de trop à penser et à dire que c'était normal, mérité et légitime. Ce sont les mêmes à trouver que Hitler est un gars bien. Pour eux, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire, quel argument avancer. Je pense que c'est peine perdue. Et cela ne mérite pas d'être à l'école. Aujourd'hui, j'ai été aussi en colère et honteuse de ne pas oser dire tout ce que je pensais, pour ne pas heurter les croyances de la majorité. Parfois, c'est même déjà à l'école primaire que des enseignants ont des problèmes avec certains enfants musulmans. Un professeur de gymnastique. Les problèmes commencent à se poser en 5e, 6e année primaire, où là, la plupart des jeunes filles refusent de venir à la piscine. Pourquoi? Pour des raisons, j'imagine, religieuses, pour ne pas être avec les garçons, pour ne pas se montrer en maillot de bain.
Et donc, généralement, ces enfants ont un certificat médical les couvrant toute l'année, les exemptant d'éducation physique, enfin du cours de natation durant toute l'année. Vous avez l'impression que c'est un certificat médical bidon, comme on dit? Ah, c'est certain. De complaisance. Ah oui, tout à fait. Oui. Et comme prof de gym, vous avez d'autres problèmes? Se déshabiller devient compliqué, avoir un short et une tenue adéquate est extrêmement compliqué. On a vu apparaître tout d'un coup les burkinis. Les burkinis? Les burkinis. C'est quoi les burkinis? C'est une espèce de maillot de bain qui couvre l'entièreté du corps. Ah bon? Qui est un collant, alors? C'est un coup, oui. Les burkinis. Un burkini, on appelle. C'est fréquent? C'est de plus en plus fréquent, mais c'est les garçons et les filles ou non, les filles. Doit-on parler de régression? En tout cas, il y a 25 ans, l'ancien roi du Maroc, Hassan II, n'exigeait pas autant de pudeur de ses filles quand elles faisaient du sport. Mes filles, on fait de la natation, on fait du basket en short, on joue au tennis en jupe de tennis, on tue le sport en matière à option. Mes sœurs, du temps de mon père, ma petite fille. Autre témoignage anonyme, une institutrice primaire. On invite les parents à parler, à discuter, mais en tout cas chez nous ils sont assez fermés. Hein. C'est comme ça, c'est la foi qui fait la loi. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça et on se heurte. Donc pour éviter les soucis, ben, on en reste là. C'est l'âge, mais c'est comme ça. Le fossé semble donc s'être creusé entre les deux communautés. On invite les parents à parler, à discuter, mais en tout cas chez nous ils sont assez fermés. Hein. C'est comme ça, c'est la foi qui fait la loi. Nous, ça ne fonctionne pas comme ça et on se heurte. Donc pour éviter les soucis, ben, on en reste là. C'est l'âge, mais c'est comme ça. D'autres problèmes peut-être? Des problèmes liés à notre cantine scolaire qu'il n'y avait pas avant. Maintenant, avant, on faisait des partages, donc il y avait de la nourriture halal pour les musulmans et de la nourriture traditionnelle. Et puis finalement, on a décidé de ne plus faire deux plats, mais plus qu'un. Et évidemment, c'est le halal qui l'a emporté, c'est plus facile. Donc nous mangeons tous halal dans notre école. Le fait qu'on fasse tout pour les intégrer, parce qu'on a toujours tout fait avec les Italiens, les Polonais, les Turcs, les Marocains. Enfin, la Belgique, c'est la Belgique, terre d'accueil, elle porte bien son nom. Mais ici, maintenant, j'ai l'impression que maintenant, on devrait devenir comme eux, pour que tout se passe bien. Si on ne l'est pas, on est raciste. Ça, on entend ça aussi. Encore une fois, pas de tout le monde, mais de beaucoup trop, je trouve. Toutes ces récriminations donnent incontestablement du crédit à une récente étude de l'UCL qui montre qu'à Bruxelles, ces dernières années, les crispations entre musulmans et non-musulmans ont pris une ampleur inédite. Son auteur, Brigitte Maréchal, nous en parle. Et on sent que ce malaise, il existe à la fois chez les musulmans et les non-musulmans, entre autres les musulmans parce que, avec ces discriminations, etc., ils ont l'impression que dans le fond, on ne leur reconnaît pas encore une place à plein titre dans la société belge. Et du côté des non-musulmans, c'est vrai qu'on voit que le paysage de la ville est en train de changer, on voit de plus en plus de foulards, etc. On a l'impression qu'on ne retrouve plus ses repères et chacun est un petit peu désemparé par la présence de l'autre. D'après un sondage, les Belges pensent qu'il y a 29% de musulmans dans leur pays. C'est archi faux, puisqu'aujourd'hui 6% de la population est musulmane. Mais cela n'empêche pas les raisons de crispation de la part des non-musulmans vis-à-vis des musulmans. Quelques exemples. 54% des Marocains estiment que l'homosexualité est un des dangers les plus importants pour la morale et presque autant que la liberté sexuelle a atteint un degré d'immoralité. Peu avant la fête du mouton, à l'appel de Gaïa, 4000 manifestants défilent contre la tradition jugée cruelle de les égorger sans les étourdir. En 2006 déjà, Charlie Hebdo soutient un journal danois qui a publié des caricatures de Mahomet. Plus de 4000 musulmans déchaînés viennent protester devant l'RTBF qui a osé en parler. Signe religieux, le voile est interdit dans certains services publics ou à l'école. Pour beaucoup de musulmans, toute interdiction du voile relève de l'islamophobie. Ce n'est pas parce qu'il y a des craintes vis-à-vis de l'autre que d'office on est phobique. C'est pas pour ça qu'on est d'office raciste. Il y a des craintes légitimes, il y a des craintes que tout un chacun, musulmans et non musulmans, ont, mais il faut pouvoir les aborder de nouveau. Alors, votre maman porte le voile. Est-ce que vous avez dans votre famille des sœurs
ou des belles-sœurs qui portent le voile? Oui, oui, j'ai plusieurs sœurs qui portent le voile et toutes mes belles-sœurs portent le voile. Toutes vos belles-sœurs? Mes belles-sœurs. Et vos frères ne vous ont jamais demandé pourquoi vous ne portez pas le voile? Oui, il y en a un qui m'a demandé de porter le voile. Il m'a dit que ce serait une bonne idée. Et puis alors je lui ai répondu que s'il mettait le voile, je le mettrais aussi. Ah. En tant que femme, Najat, la sœur avocate du docteur Bakioui, a eu beaucoup de mérite à être indépendante et à parvenir à être avocate. Je me suis mariée à l'âge de 17 ans. J'ai eu ma première fille à 18 ans et demi. J'ai été mariée à un Marocain qui n'a pas fait d'études universitaires. Et au cours de mon existence, j'ai été victime de violences conjugales. Je pense qu'il y a cette jalousie de l'homme maghrébin qui a une femme qui va faire des études universitaires. Je supportais pas. Je pense que c'est ça. Et donc j'ai dû à un moment me réfugier chez mes parents. Et donc j'ai eu heureusement le soutien de la famille, surtout de ma mère, de pouvoir continuer mes études. Encore 3 témoignages de femmes. Celui d'une femme médecin belge de souche qui travaille dans un quartier de Bruxelles à très forte densité immigrée. Elle avait d'abord témoigné à visage découvert, mais suite aux attentats de Paris, elle nous a demandé l'anonymat. Ensuite, une belgo-marocaine de 43 ans qui, elle, voulait absolument s'exprimer, mais aussi anonymement. Enfin, une psychologue comédienne belgo-marocaine qui a réalisé un spectacle qui s'appelle « Ici Mimouna » en hommage à sa mère. Je ne peux pas ne pas témoigner pour que ça change et que les mères et les filles parlent et qu'on sorte du silence et du secret toute une série de non-dits. Et donc je mets les pieds dans le plat dans le spectacle à propos de plusieurs choses. Dis-moi, je veux vivre dans un pays où il y en a les droits de l'homme, aussi pour la femme. Voilà. Moi, je ne regrette en rien d'être de ce côté-ci de la Méditerranée aujourd'hui et je remercie ma mère d'avoir eu le courage de franchir ce pas-là parce que qu'est-ce que je serais aujourd'hui si j'étais restée au bled? Je pense que c'est une chance d'être une immigrée aujourd'hui, quel que soit le pays d'où on vient, puisqu'on vient toujours d'un pays où c'est moins bien, sinon on ne serait pas là. Eh bien, écoutez, ça fait 35 ans que je travaille dans ce quartier et que j'aime beaucoup travailler dans ce quartier. J'ai soigné les grands-parents qui étaient les primo-arrivants et puis les enfants et puis maintenant les petits-enfants. Et dans certaines familles, déjà la 4e génération, il reste des pratiques communautaires qui sont parfois terrifiantes. C'est une régression par rapport à il y a 35 ans, puisqu'il y a 35 ans, vous avez dit. C'est très clair. Si notre visage est vu, oui. Ce sera des représailles pour moi et pour ma fille, très très graves, parce que nous sommes d'une famille très musulmane. Parce que bon, c'est ce que je dis souvent, on pense pas souvent à nous, nous qui sommes intégrés à 100%. Vous parlez des femmes? Des femmes en général musulmanes. Oui. Et, on pense pas souvent à nous, on vit une double vie, toute notre vie. C'est pas facile, parce que on est né dans une famille musulmane. Il faut demander, mais pourquoi la femme, elle va quitter la famille, elle va quitter le pays pour venir rester joindre leur mari qu'elle n'a pas choisi? Allez. Quand on a fini ses études, il faut se marier. Et se marier avec quelqu'un de la communauté. 86% des belgo-marocains et 92% des belgo-turcs ne se marient qu'entre eux, le plus souvent avec un conjoint venu de la mère patrie. C'est quasi le dernier moyen légal pour immigrer chez nous. La virginité, c'est très important avant de marier. La virginité reste une valeur sûre, si on peut s'exprimer ainsi. La virginité reste une valeur sûre de l'honneur des familles. Willy, ma petite Jamila, je lui ai pas bien expliqué. Willy, ça se fait pas. Chez nous, la fille doit rester vierge jusqu'au mariage, sinon on va porter le fdeh. J'ai des demandes, effectivement, de suture d'hymen chez des jeunes femmes qui arrivent au mariage et qui sont terrifiées à l'idée d'aborder le mariage en étant plus vierges. Et donc la solution, c'est de suturer leur hymen, alors elles sont à nouveau vierges. Pourquoi certaines femmes se font charcuter? Pour se faire reconstituer l'hymen, pour faire semblant que tout est normal. Mais quand et à qui ces filles vont-elles pouvoir se dire telles qu'elles sont, dans la lumière de la vérité? C'est pas ça l'islam.
Et vous avez été mariée, je crois? J'ai été mariée 6 ans, oui. Avec un musulman, un Marocain? Un Marocain musulman, oui. Et pourquoi vous l'avez quitté? Mais violent, possessif, jaloux, tous les défauts. Malgré qu'on est dans un pays européen, c'est ça qui est triste. Nous ne pouvons pas vivre cette vie de liberté en tant que non-pratiquants. On ne sait jamais avec les traditions ici. C'est pas comme chez nous. Comment elle va tourner notre fille? On va tolérer à un jeune homme d'avoir des petits amis. C'est toléré. C'est absolument intolérable pour une jeune fille d'avoir des petits amis avant le mariage. Les frères jouent un grand rôle et le père dans la famille marocaine pour imposer aux sœurs et aux filles de... Tout à fait, nous n'avons pas un père. Si on a 4 frères, ben on a 5 pères. Ces jeunes hommes qui s'autorisent tout et n'importe quoi, s'autorisent aussi à être les gardiens de l'honorabilité de leur sœur, n'est-ce pas? De leur sœur ou de n'importe quelle fille qui se trouve dans la rue. Alors qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et que vous faites en le cachant à votre communauté ou à votre famille? Je fume, je suis non pratiquante du tout, je bois, je mange du porc, je sors avec mes amis, je m'habille très européanisée, je mets des jupes. Et quand vous allez dans votre famille? C'est tout à fait autre chose. Ma tenue vestimentaire est tout à fait autre. Et je leur dis pas que je fume, je leur dis pas que je bois. Et ils ne savent pas. J'ai une stagiaire marocaine, futur médecin, qui va chercher un patient dans la salle d'attente. Ce n'est qu'après qu'en fait elle me dit qu'il y avait un patient marocain qui s'adresse à elle en lui disant « Mets ton voile, putain ». Mets ton voile, putain. Mets ton voile, putain. Oui. Je pensais qu'à mon âge, les mentalités allaient évoluer, mais j'ai l'impression qu'elles s'est dégradée. Les jeunes aujourd'hui sont encore plus mis sous la coupe qu'avant. Qu'avant, oui. Il est temps maintenant que je vous parle du deuxième tout gros cactus qui contribue à gripper le processus d'intégration en Belgique. Je veux parler du chômage. Alors que chez les Belges de souche, le taux de chômage est d'environ 8,5%, pour les Marocains, il est de 26%, et chez les Turcs, il monte même jusqu'à 37%. Il n'empêche, du manœuvre aux professeurs d'université, la toute grande majorité des Belgo-Marocains et des Belgo-Turcs travaillent dans tous les secteurs d'activité. Et où c'est sans doute le plus visible, c'est à la STIB, la Société des Transports en Commun bruxellois, qui est le plus grand employeur de la capitale. 7500 travailleurs, 27 nationalités, 80% sont belges, très souvent d'origine marocaine. Et à part quelques incidents mineurs, dans cette tour de Babel, les choses se passent plutôt bien. Mais retour au marché de Molenbeek où, hélas, je n'ai pas dû me promener longtemps avant qu'on me parle d'un problème vécu par énormément d'immigrés. Il y a des discriminations et tout ça donc, envers les étrangers et tout. Ça, oui. Dans quel genre? Sur l'emploi, plein de choses. Hein. Discrimination, vous pensez? Ça, tout à fait, messieurs. Je suis sûr et certain. À ma grande surprise, certains sont d'un tout autre avis. Dire ça que quand on ne trouve pas de travail, c'est parce qu'il y a du racisme? Non, c'est pas vrai. Parce que moi, pourquoi? Si jamais les Belges étaient racistes, moi je travaillais par la Sabena. Parce que si jamais les Belges sont racistes, les gens ne travaillent pas la STIB. Au Centre pour l'égalité des chances, on est catégorique. Les personnes d'origine étrangère, et singulièrement d'origine maghrébine, turque ou africaine, sont en retard et ont un retard systématique sur le marché de l'emploi. Qualification égale. Qualification égale. Ça commence par le CV, et donc là c'est une première chose. C'est des candidats qu'on refuse simplement sur base de l'origine. Il y a des cas où on dit « Ah, un Turc qui travaille dans la sécurité, ça on n'a quand même jamais vu » et boum, simplement parce que le nom est d'origine turque. Ces jeunes Marocains ont déjà l'expérience des CV auxquels on ne répond pas. Pour le travail, etc., qu'on va à les intérims. Oui. Et soit ils promettent de nous appeler, mais ils appellent pas. Et vous croyez que c'est parce que vous êtes Marocain? Oui, le nom, etc., donc parce qu'on est Marocain. Il y a quelques années, grâce à des fuites, on a obtenu des preuves qui ont permis de faire condamner en justice l'agence Adecco Intérim pour discrimination à l'embauche. Si un client ne voulait engager que des Belges chez Adecco, on inscrivait alors sur sa fiche 3 lettres code BBB, ce qui signifiait engager uniquement blanc, bleu, belge.
l'hebdomadaire Solidaire a publié la liste d'une centaine de ces firmes qui pratiquaient un apartheid à l'emploi. Parmi elles, quelques connues. La Fnac, CEA, Peugeot, Deleuze et même un comble, Benetton, dont les publicités vantaient la diversité avec la célèbre campagne United Colors of Benetton. Après la publication de cette liste, les entreprises citées et ADECO se sont réunies pour affirmer qu'il s'agissait d'un document vieux de 10 ans et qu'il ne saurait plus y avoir de telles pratiques, dont acte. Mais hélas, une enquête réalisée en 2011 par Fénergon, la Fédération des sociétés d'intérim, a montré que, sans révéler lesquelles, 28% des agences d'intérim acceptaient toujours les demandes discriminantes de leurs clients. Mais cette centaine de firmes prises la main dans le sac, est-ce qu'elles ont été condamnées ? Elles n'ont pas été poursuivies et n'ont pas été condamnées, effectivement, alors que selon la loi, quand une entreprise demande de n'envoyer que des candidats d'origine belge ou d'origine européenne, c'est une injonction de discriminer. Elle est punissable. Elle est punissable. Autre forme de discrimination, le logement. Sous de faux prétextes, des propriétaires refusent de louer à des candidats locataires. Comme pour les agences d'intérim, que quand on téléphone à une agence immobilière et qu'on dit « Est-ce que vous pouvez me garantir que je n'aurai pas un locataire d'origine étrangère ?», 41% disent « Oui, je peux vous le garantir froidement ». Discrimination des compagnies de taxi pratiquent l'apartheid en acquiesçant aux demandes de clients qui exigent une voiture uniquement conduite par un chauffeur blanc. Discrimination, des discothèques inventent des raisons bidons pour interdire l'entrée à des jeunes d'aspect pas assez européen. Discrimination dans le sport sur les terrains de foot malgré les nombreuses campagnes antiracistes. J'ai les adversaires en face qui me traitent de bougnoule, etc. Dans l'équipe adverse. Dans l'équipe adverse, pendant la rencontre. Ils essaient de nous pousser à bout en disant des insultes comme macaque, voilà. etc. Hélas, contrairement à ces trois garçons sérieux qui réussissent leurs études, dans certains quartiers difficiles, beaucoup de jeunes traînent dans les rues et sont largués à l'école. Agent de police de quartier lui-même d'origine maghrébine, Hamid Benichou connaît bien cette jeunesse souvent laissée à elle-même. Quel message vous voudriez faire passer aux parents des jeunes des quartiers comme vous ? Ben oui, ça aussi, lorsqu'il y a une intervention, je prends un exemple, une intervention à 22 h le soir. Et on constate qu'il y a encore des mineurs d'âge dans la rue. Moi, je me pose la question, où sont les parents ? Théoriquement, les parents doivent être responsables et savoir qu'à partir d'une certaine heure, un enfant mineur d'âge n'a aucune raison d'être sur aller dans la rue. Cela m'amène à vous parler d'un troisième cactus qui, pour certains, contribue à freiner l'intégration. Il s'agit de la délinquance. À ce sujet, une question doit être posée. Pourquoi, dans nos prisons, trouve-t-on proportionnellement 10 fois plus de Marocains que d'autres détenus ? Cette interrogation, le magazine Reporter a tenté d'y répondre il y a quelques mois en enquêtant dans plusieurs établissements pénitentiaires dans lesquels sont détenus énormément de Marocains et de musulmans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est vrai, je cambriolais les maisons, j'ai volé dans les voitures, mais quand même, j'ai jamais commis une violence. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas contre quand je suis ici, parce que je le mérite, je suis là. C'est moi qui ai été commis les bêtises. Salam alaikum. Les prisons du royaume sont régulièrement visitées, notamment par des aumôniers musulmans. Et concernant la surreprésentation de détenus marocains, celui-ci avance une explication. D'une façon générale, le niveau socioculturel est très bas. Des personnes, souvent des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui ont un très grand taux de chômage. Ça explique un peu qu'il y a un problème par rapport à l'intégration. Il y a des personnes qui ne trouvent pas leur place dans notre société. Ils veulent aussi l'argent un peu facile, la consommation, etc. Ce n'est pas lié à la religion. Il n'y a pas de choses criminogènes dans cette population, loin de là. Mais les circonstances de la vie, les aléas de la vie font que parfois la solution facile, c'est vendre des drogues et des choses comme ça.
Le policier Hamid Benichou a lui une explication supplémentaire avec un argument confirmé par plusieurs études universitaires. La justice aurait la main plus lourde avec les Maghrébins. À délit égal, honnêtement, oui. J'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer, je dis oui. 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 Donc, un peu de délice, de sale gueule, comme on disait. Des fois, oui. Oui. Et ça se passe même dans certains commissariats, oui. Est-ce que ça peut justifier ou expliquer totalement la disproportion? Non, justifier totalement, non. Hein, je ne suis pas dupe, non. Hein, mais disons qu'il y a une grosse partie des citoyens belges de confession musulmane qui commettent des délits, c'est vrai, et punissables, oui. Quand je me promenais sur le marché de Molenbeek, un passant marocain m'interpellait à propos d'un problème qui le préoccupait visiblement, celui des ghettos. Vous trouvez qu'il y a des ghettos ici à Bruxelles? Oui, justement ce que je voulais vous dire, c'est la réponse que je voulais vous dire, voilà. Ça empêche une bonne intégration? Voilà, justement, monsieur, ça empêche vraiment l'intégration des étrangers en général en Belgique. Il faut qu'il y ait un mélange quand même, cohabitation. Cela m'amène au dernier cactus dont je me pique de vous parler, le communautarisme, ou si vous préférez, une tendance très marquée d'un repli sur soi peu compatible avec l'intégration. Deux exemples parmi d'autres, 50% des Turcs de Belgique vivent dans seulement 9 communes et 45% des Marocains habitent dans 7 communes de la région bruxelloise. Schaerbeek, Turcobeek. Pour vous, Schaerbeek, c'est Turcobeek. Exactement. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le patron ici? Oui, je suis le patron. On fait un reportage pour le 50e anniversaire de l'immigration turque. Ah, c'est bien. Vous êtes venu en Belgique en quelle année, vous? 1980. 1980? Oui. Et vous êtes né en Turquie, alors? Oui, je suis né en Turquie. Et pourquoi vous êtes venu en Belgique? Expliquez-moi. Cet moment-là, on n'a vraiment pas de travail en Turquie. Et vous êtes content en Belgique? Oui, bien sûr. C'est un bon pays? C'est un très bon pays. Je suis très content. C'est un pays que je gagne ma vie et je profitais bien. Les Turcs sont en train de créer leur champ économique propre. On pourrait parler de Kebab Connection, en fait. C'est ça, la Kebab Connection, c'est une myriade de petits magasins, des shops qui servent soit des snacks, soit c'est de l'alimentation générale. Ce sont des gens à peu près des mêmes familles qui sont dans les magasins. C'est culturellement, elle est en quelque sorte marquée, un peu repliée sur elle-même. Et vous êtes turc? Je suis turc, je suis 24 ans ici en Belgique. Quel est le principal défaut de la Belgique? Si la Belgique a des défauts. Elle a des défauts quand même. Ah, il y a des défauts pleins. Quoi par exemple? Allez. Par exemple, maintenant c'est le problème qu'il y a vraiment plein de n'importe. Le polonais, le romain, ils sont remplis, ils sont mixés trop. Et maintenant c'était vraiment... Des étrangers. Catastrophe. Il y a trop d'étrangers. Beaucoup. Un comble. Trop d'étrangers à Turcobeek, au cœur de la Kebab Connection en pleine petite Anatolie. Environ 80% des Turcs qui vivent ou travaillent ici sont originaires d'une seule ville d'Anatolie, Emirdağ. La plupart sont nés dans notre pays et ont la double nationalité. Et tes parents sont nés en Belgique aussi? Oui. Donc tu es la 3e génération des Turcs ici? Oui. Oui. Et toi, tu te sens belge ou est-ce que tu te sens turc d'abord? Je suis turc. Vous pourriez vivre en Turquie? Non. Vous ne croyez pas? Non, non. Vous êtes habitué en Belgique? Moi, je suis habitué en Belgique. Oui. Moi, en fait, peut-être qu'on a des origines turques, mais oui. On est des Belges. 2011, Stade Roi-Baudouin, match de foot entre la Belgique et la Turquie. Alors ici, à Turcobeek, on est supporter de laquelle de ces deux équipes? La Turquie, bien sûr. Je suis pour les deux. Pour le gagnant. Pour le gagnant. Le meilleur gagnant. Pire de cas, match nul, quoi. Se déguiser en supporter turc tout en étant pour les Diables Rouges, c'est de la schizophrénie. Mais pas étonnant que ce fan de foot soit tiraillé. Ils ont tous la double nationalité. Alors question ici, quand la compétition est électorale, pour quel candidat leur cœur penche-t-il? Quand vous votez, est-ce que vous avez plutôt tendance à voter pour un candidat d'origine turque ou un autre? Je vais être franc. Oui, ça est franc. Plutôt turc. Mais bon, si dans la liste il y a des Belges qui me plaisent, je les mets aussi. Mais sinon, vous choisissez plutôt un turc. Plutôt turc. Ça s'appelle un vote communautariste. Vous vous assumez là-dedans? J'assume.
Quand vous votez, est-ce que vous avez plutôt tendance à voter pour un candidat d'origine turque ou un autre? Mais je vais être franc. Oui, ça est franc. Plutôt turc. Mais bon, si dans la liste il y a des Belges qui me plaisent, je les mets aussi. Mais sinon, vous choisissez plutôt un turc. Plutôt turc. Ça s'appelle un vote communautariste. Vous vous assumez là-dedans? J'assume. Chercheur indépendant et bon observateur de la vie politique, Pierre-Yves Lambert a collectionné plusieurs centaines de tracts électoraux, dont quelques beaux spécimens de dérive communautariste. Bon, on a par exemple des tracts qui sont des tracts bilingues français-turc, néerlandais-turc. Par contre, on a quelques tracts qui sont des tracts unilingues turcs. Où là, bon, évidemment, quand ça tombe entre les mains d'une personne qui ne comprend pas le turc, elle se demande si ce sont vraiment des élections en Belgique. Et ceci, c'est quoi? Donc ça, c'est après les élections de mai dernier, c'est le remerciement d'Emir Kir pour les électeurs qui ont voté pour lui. Oui. Et c'est des remerciements uniquement en turc. Ça a été affiché sur les vitrines de café turc à Saint-Josse. Saint-Josse-ten-Noode, maison communale, région bruxelloise, commune qui compte une très importante population d'origine turque. Après les élections communales de 2012, Emir Kir, né en Belgique de parents turcs, devient bourgmestre grâce à ses voix de préférence. Alors qu'à l'évidence une large part de sa stratégie électorale vise les électeurs de sa communauté d'origine, il s'indigne si je lui fais remarquer. Je regrette qu'à chaque fois, on en vienne aux origines. C'est à la limite de la xénophobie, de la turcophobie que j'entends très régulièrement, qui est insupportable. Quand est-ce que je vais devenir belge à part entière? Peut-être que vous deviendrez belge à part entière pour vos détracteurs quand vous n'enverrez pas des tracts ou des lettres de remerciement turques. Il est pourtant piquant de constater combien M. Kir cultive lui-même ses origines turques. Publicité électorale dans des journaux turcs, campagne jusqu'à Emirdağ, ville dont sont originaires la plupart des belgo-turcs de sa commune, jumelage de Saint-Josse avec une ville d'Anatolie, etc., etc. Et M. Kir n'ignore évidemment pas que certains de ses électeurs sont sensibles à ses origines. Pourquoi vous votez pour un Turc plutôt que pour un belgo-belge, disons? Disons qu'on a besoin d'être un peu plus représenté. Là, vous avez l'impression qu'il vous représente, vous, en tant que Turc, au Parlement? Exactement, tout à fait. Alors, M. Kir, cette communication ciblée sur les Turcs? Je ne l'ai jamais fait dans un cas dépliant. Ce sont des courriers. Vous le voyez bien que c'est une signature avec un courrier. Vous avez fait des campagnes électorales dans des journaux en turc dont vous n'avez pas déclaré les frais lors des élections. La plupart des formations politiques font la même chose, mettent des publicités dans ces journaux. Vous n'avez pas le monopole. Oui, mais quand ce sont des partis qui le font, d'autres candidats qui le font, ça ne pose aucun problème. Si, ça pose problème aussi. Non, vous le posez comme un problème. C'est quelque chose qui est tout à fait légal. C'est une question d'opportunité. Avec le PS, Emir Kir est loin d'être le seul parti à jouer la carte communautariste. Mahinour Özdemir, député bruxellois CDH, également belgo-turc, siège voilé au Parlement. Elle s'est mariée en grande pompe à Istanbul avec l'attaché de presse d'une députée du parti islamiste du président turc Erdogan en présence de celui-ci. En Turquie, Mahinour Özdemir est dans tous les médias. On la voit ici à la TV invitée avec Emir Kir. Cette république, dont son fondateur Atatürk a fait un État laïque, est aujourd'hui dirigée par un président qui rêve de la ré-islamiser. Et donc pour Ankara, une députée belgo-turque qui siège voilée dans la capitale de l'Europe, c'est un fameux pain béni. Autre propagande communautariste, un Marocain cette fois, tracte en néerlandais d'un côté et en arabe de l'autre. Il est vrai, comme plusieurs études l'ont déjà montré, que ces candidats turcs et marocains n'ont pas le monopole des pratiques communautaristes lors des élections. D'ailleurs, scrutin après scrutin, dans la presse écrite, on trouve chaque fois des articles qui épinglent certaines de ces méthodes présentées comme critiquables. Janvier 2014, le numéro 1 turc, l'islamiste Recep Erdogan, est à Bruxelles. Manifestation de soutien spontané, entre guillemets. 3000 Turcs l'acclament devant son hôtel place Stéphanie. Bref extrait très éloquent d'un discours qu'il a tenu plus récemment. Vous ne pouvez pas mettre la femme et l'homme sur un pied d'égalité. C'est contre la nature, parce que la nature de la femme est différente. Notre religion, l'islam, a défini une place pour les femmes. C'est la maternité.
Vous ne pouvez pas expliquer cela aux féministes parce qu'elles n'acceptent pas l'idée de la maternité. Dans la salle, aucune femme n'a protesté contre ces propos scandaleux. Comme ici à Bruxelles, le président turc tient visiblement à garder la patte sur 16 expatriés. Il vient régulièrement en Europe où ils sont 6 millions. Erdogan les exhorte à bien s'intégrer, mais à ne jamais s'assimiler, car pour lui, c'est un crime contre l'humanité. Erdogan a dit l'assimilation est un crime contre l'humanité. C'est pas moi qui il a dit, Erdogan il a dit. Assimiler c'est autre chose, l'intégration, la participation c'est autre chose. Un Turc reste turc pour l'éternité? Un Turc reste toujours turc d'un côté, oui. Mais vous êtes un peu l'ambassadeur aussi de votre Turquie en Belgique? Obligé. Obligé. De nature, hein? Oui. Après ces ambassadeurs officieux, j'ai été voir l'officiel à qui j'ai demandé s'il pense que les Turcs de Belgique se sont bien intégrés. Effectivement, ils se sont bien intégrés, mais il faut noter que 80% de ceux-ci sont de nationalité belge. Quand on parle d'eux, il n'est donc plus possible de parler d'étrangers, mais plutôt de Turcs européens. Et vous considérez donc qu'ils sont toujours turcs? Inévitablement, il est difficile qu'ils renient leurs origines. C'est comme quand vous enlevez une fleur de son pot, vous prenez également de la terre pour qu'elle ne perde pas son essence. Très poétiquement, il dit vrai, l'ambassadeur, comme les fleurs transplantées en Belgique, un citoyen turc n'a pas d'autre choix que de conserver la terre et les racines qui le relient à la mère patrie. Le Turc qui habite à l'étranger est obligé de faire son service militaire en Turquie. Pour la Turquie, le Turc n'est pas belgo-turc, mais peut choisir de payer 6 000 € à l'État turc et de ne prester que 2 mois de service militaire en Turquie. Et vous allez volontairement aller faire votre service militaire alors que vous êtes né en Belgique? Bien sûr, j'aime bien mon pays aussi. Mais vous dites mon pays, mais c'est lequel votre pays? La Belgique ou la Turquie? C'est la Turquie mon pays. Vous n'avez pas moyen de payer, donc vous allez faire votre service militaire. Oui. Vous ne trouvez pas ça bizarre que vous êtes belge et que vous devez faire votre service militaire? C'est un peu bizarre. Service militaire en Turquie? C'est un peu bizarre. Je dois maintenant vous parler de 2 formes de pouvoir occulte peu connues qui pourraient expliquer pourquoi certains belgo-marocains et certains belgo-turcs restent sous la coupe des pays d'origine. Il s'agit du Magzen côté marocain et de la Diyanet côté turc. La Diyanet, en gros, c'est le ministère des Affaires religieuses en Turquie. Donc, elle contrôle à la fois les mosquées, les imams, les profs de religion. Tous ceux qui sont, tous les imams qui viennent de Turquie sont financés par la Diyanet. Oui. Et payés par la Diyanet par la Turquie, oui. Je me rends maintenant dans une mosquée où m'accueille l'ex-vice-présidente de l'exécutif des musulmans de Belgique, Isabelle Prel, une Belge de souche convertie à la religion musulmane. Elle dénonce ce qu'elle appelle l'islam des ambassades. On continue finalement quelque part à essayer de renforcer le contrôle sur les citoyens en instrumentalisant la religion musulmane dans la gestion du culte pour renforcer le pouvoir et le contrôle des pays d'origine, dont la Turquie et le Maroc. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle l'islam des ambassades. Les ambassades interviennent afin de garder ce contrôle sur la population. Il faut savoir que tous les Marocains sont sujets du roi, lui-même commandeur des croyants et descendant du prophète. Et la législation marocaine leur interdit de renoncer à leur nationalité marocaine. Vous êtes belgo-marocain, oui. Donc vous avez 2 rois. 2 rois, oui. Lequel vous préférez? Mon roi, moi. C'est-à-dire? Mohamed VI. C'est le commandeur des croyants, on dit souvent. C'est le chef de la religion. Tout à fait, oui. C'est pour vous aussi? Oui, tout à fait. Vous êtes musulman, Oui, musulman. C'est un peu votre pape à vous, quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Quand vous allez à la mosquée, c'est une mosquée marocaine. Oui, mais on ne croit pas dans le roi. Non? Non, vraiment Pourtant, pas. il est le commandeur des croyants. Non, vraiment pas. Moi aussi, je ne crois pas dans le roi. Je crois dans Allah. Oui. Mais le roi... Le roi du Maroc, pour vous, c'est rien? Il n'a rien à dire. C'est ça. Vraiment. Il n'a rien à dire, c'est soit on habite en Belgique, on n'habite pas au Maroc. À Rabat, le pouvoir a aussi un autre moyen efficace pour garder sous sa coupe les Marocains de l'étranger, surtout les plus âgés. C'est le Magzen. Mais c'est quoi, le Magzen?
Le Marzen, en gros, c'est un concept d'État traditionnel marocain, mais qui est basé sur l'allégeance au roi. C'est une manière de contrôler, c'est quoi exactement le Marzen? C'est à la fois par des fonctionnaires, des militaires, des policiers, mais ça peut être aussi de simples citoyens qui se sentent investis d'une mission, on va dire, de rapporter, de dénoncer ce que font leurs... Oui. Et ça existe au Maroc, mais ça existe aussi en Belgique? Oui, bien sûr. Une perle maintenant, représentation du Maroc à Bruxelles, où nous n'avons pas obtenu d'interview. Février dernier, peu avant nos élections, l'ambassadeur Samir Adaré parle devant un parterre de belgo-marocains. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une communauté marocaine solidaire qui puisse constituer un lobby pour nous aider à vous défendre. Alternant français et arabe, l'ambassadeur leur dit qu'il constitue une force extraordinaire et les exhorte à prendre exemple sur les Turcs qui, eux, sont bien mieux organisés pour se faire entendre. Sans le nommer, il parle d'un parti, à l'évidence le PS, dans lequel, dit-il, une majorité est avec nous et que Dieu protège, tout en s'en prenant virulemment à ceux qui, dixit, sont contre vos intérêts et ceux du Maroc. Il y a encore une autre raison qui pousse Rabat et Ankara à vouloir garder des liens très serrés avec leurs expatriés. Ce sont les milliards d'euros que leur diaspora rapatrie chaque année vers leur mère patrie. Quant à elle, Isabelle Prel, plutôt que ce qu'elle appelle des islams importés et contrôlés de l'étranger, elle prêche pour un islam made in Belgium. Et donc ce seraient des imams qui, seraient finalement formés en Belgique, issus du territoire belge, du terroir, des produits du terroir, qui connaîtraient l'histoire, la culture, la politique, les institutions, la langue, les us et coutumes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'imams qui viennent de l'étranger et qui parfois ne parlent même pas français. La plupart, en tout cas, et même dans le Conseil des théologiens, qui est une antenne attachée à l'exécutif, vous n'avez pratiquement personne qui parle une des langues nationales belges. Avant de conclure, écoutez le véritable cri d'alarme que lance le policier maghrébin Hamid Benichou. Nous sommes dans une situation maintenant conflictuelle. Le vivre ensemble commence vraiment à s'écarter. Où d'un côté nous avons nous, et dans ce nous, il y a une partie comme moi qui souhaite uniquement vivre en paix avec nos concitoyens. Et il y a une frange très dynamique qui pousse vers le communautarisme, donc à l'anglo-saxon. Donc ils veulent avoir leur petit quartier, tel Ankara ou choses comme ça, en plein Bruxelles. Non, je dis non, non, non. Je ne veux pas que les gens utilisent l'islam à des fins politiques. Ça c'est clair, net et précis. Alors finalement, l'intégration en Belgique, succès ou échec? Pour une grosse majorité de Belges, en tout cas, c'est un échec, puisque d'après un sondage de la Libre Belgique, ils ne sont que 1 sur 5 à considérer que les populations d'origine étrangère sont bien intégrées dans notre société. Et évidemment, la réponse à cette question dépend du sens que l'on donne au mot intégration, mais aussi de la personne à qui on la pose. Tu es né en Belgique. Oui. Si quelqu'un te dit « Est-ce que vous êtes bien intégré ?» qu'est-ce que tu réponds? Je suis belge, pourquoi je serais intégré? Voilà, je vois pas le rapport en fait. Oui. C'est que pour moi je suis belge. Donc on parle d'intégration, etc. Il n'y a pas de rapport. Si on parle d'intégration à mes grands-parents, mes parents, je peux un peu comprendre. Mais moi je suis né ici, j'ai rien demandé à personne. Donc je suis belge, non? Fin de notre enquête, notre émission se termine. On peut ranger fleurs et cactus. Mais on se retrouve très bientôt sur RTL TVI pour ouvrir un nouveau dossier tabou. Allez, bonne soirée, ciao! Jean-Claude Defossé, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est la fin de la diffusion de ce premier dossier tabou, consacré à ce thème assez brûlant de l'intégration. Votre premier constat, c'était de dire que c'était un échec, c'était un parti pris. Vous n'avez pas mis de point d'interrogation, mais plutôt un point d'exclamation. Pourquoi, comme nous le demandent déjà pas mal d'internautes? Justement, je crois que si l'internaute en question a vu le reportage, je crois qu'on peut difficilement dire, dès lors qu'une large partie des Marocains et des Turcs qui sont ici depuis 50 ans constituent, au point de vue du chômage, au point de vue des échecs scolaires, au point de vue de la délinquance,
disons, un panel de gens beaucoup plus important que les autres. On sent, bien entendu, je crois que le reportage l'a montré clairement, sans mettre la responsabilité sur les gens, dire que tous ces gens sont en retard dans tous ces domaines-là, on ne peut pas parler de réussite. Ça ne veut évidemment pas dire non plus, comme on l'a dit dans le reportage, que tous les Marocains, que tous les Turcs sont dans ce domaine-là. Mais il y a encore actuellement, et ça c'est le constat, je dirais, négatif, cactus, comme je l'ai dit, qu'il y a encore des problèmes à régler et que l'intégration ne peut pas dire, dans ces conditions-là, être un succès. Alors il y a Véronique Nazet qui vous pose une question. Pourquoi, arrivés plus ou moins à la même époque, les Italiens ont-ils, semble-t-il, en tout cas, mieux sorti leur épingle du jeu que les Nord-Africains? Écoutez, moi je n'ai pas une boule de cristal. Vous savez, dans un montage, on prend des morceaux, on ne peut pas reprendre tout, mais dans tous les cas, le roi Hassan II, dans un extrait qu'on n'a pas pu mettre dans l'émission puisqu'il faut choisir, lui, il évoquait dans les arguments qu'il proposait pour dire que les Marocains ne pourraient jamais s'intégrer en Europe. Il disait, il y a une question de continent, disait-il, et aussi de religion. Si l'internaute veut aller vérifier sur Internet, c'est pas compliqué. Il n'a qu'à taper Hassan II, YouTube, et il trouvera dans l'intégralité l'interview du roi Hassan II, qui lui donnait en tous les cas comme explication à la non-intégration qu'il croyait impossible, plutôt à l'intégration qu'il croyait impossible, ce genre d'argument. Alors, vous avez posé le problème de la délinquance aussi, et des jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Et Aléa pose une question, où sont les parents ? Mais je n'en sais rien. Justement, Hamid Benichou, ce policier de quartier, un type super sympa et qui connaît bien, comme on dit, le terrain, se plaignait que dans certains quartiers, il ne faut pas généraliser, hein, on ne dit pas les Marocains, les Turcs. On sait très bien qu'il s'agit d'une partie de la communauté. Que ce soit clair, il y en a plein qui ont bien réussi, qui se sont intégrés, etc. Mais enfin, une partie importante, surtout dans certaines régions, certains quartiers, certaines communes, ne se sont pas bien intégrés. Il est clair que dans certains quartiers, les gosses sont un peu trop à laisser à eux-mêmes, courent les rues, et quelque chose il me plaît à relever, et on les voit aussi dans les statistiques, c'est que les filles qui ne peuvent pas, elles, traîner dans les rues le soir, culturellement, quelque part, ça les brime, entre guillemets, mais en même temps, peut-être cela explique-t-il qu'elles réussissent beaucoup mieux à l'école, et notamment à l'université. Par exemple, ce qui est frappant chez les Marocaines, c'est qu'elles ont un haut pourcentage de réussite à l'université beaucoup plus important, notamment, par exemple, que la communauté turque. Alors, vous imaginez bien que le sujet a provoqué des réactions parfois un peu vives. Certains disent que c'est une approche islamophobe, raciste du problème. Oui. Je voulais que je réponde à ça. Je ne suis pas islamophobe. Je crois qu'on l'a. Êtes-vous islamophobe? Mais non, c'est ça la question. Est-ce que la démarche journalistique est absolument pas. J'essaie de voir les choses avec, comment dirais-je, avec recul, en essayant de voir ça objectivement. Écoutez, je ne vais pas vous infliger ici. J'ai apporté dans une émission de télévision, vous le savez bien, on ne peut pas assommer les gens avec des chiffres. Mais si j'avais donné tous les chiffres ici qui prouvent, notamment des chiffres qui ont été trouvés par la Fondation Arnaud-Baudouin, 2 enquêtes, l'une sur la communauté turque, l'autre sur la communauté marocaine, qui sont bourrées de chiffres, une étude universitaire qui a été faite en même temps par des chercheurs turcs et en même temps par des chercheurs marocains que belges, prouve que tout ce que j'ai raconté ici n'est qu'une petite partie. Mais les critiques d'islamophobie, est-ce que vous pensez que c'est peut-être dû au fait qu'il y a des sujets qui sont et qui restent encore tabous, comme le nom de l'émission d'ailleurs, de voilà. Il est difficile d'appréhender. Brigitte Maréchal le dit en partie dans le reportage. Je crois qu'en effet, ce genre de sujet est difficile à aborder parce qu'on est tout de suite accusé d'islamophobie. Je ne me sens pas islamophobe, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Voilà. Alors, Sophie Génic pose une question. La place de la femme a été définie, c'est la maternité. Donc là, on parle du président Erdogan. Oui. Voilà à quoi nous sommes réduites pour les hommes musulmans. N'importe quoi, on est encore libre de son corps et dans sa tête. Donc là, elle englobe tous les hommes musulmans. Oui. Je pense que ça aussi, de nouveau, les musulmans, les islamophobes, les ceci, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser. Il y a des. Quelle proportion? Je n'ai pas une machine, une boule de cristal pour le dire. Mais nier que ce qu'on a dit dans l'émission, les témoignages existent, dans quelle proportion, je ne le sais pas, de manière suffisamment importante, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit parmi la communauté, une partie de la communauté musulmane, turque et marocaine en Belgique qui vivent des choses, c'est indéniable. Et donc notre devoir de journaliste, c'est de ne pas taire ça.
pour une raison très simple, c'est que comme Brigitte Maréchal nous le disait, ce n'est pas en mettant sa tête comme une autruche dans le sable qu'on va résoudre le problème. Il faut aborder les choses en face. Est-ce que vous trouvez inquiétant qu'un dirigeant d'un pays comme la Turquie tienne des propos aussi forts, aussi scandaleux? Oui, moi personnellement, je trouve... Et que finalement, très peu de gens s'indignent. Écoutez, d'abord, peu de gens le savent chez nous. Pourtant, ces images sont passées aujourd'hui. Bien sûr, mais ça passe comme ça dans le reste. Je rappelle que Erdogan, le président de la Turquie, qui a été Premier ministre pendant des années, est aussi celui qui dirigeait la Diyanet, c'est-à-dire le ministère des cultes pendant toutes ces périodes-là. À la veille des élections européennes, il est venu faire un meeting en Allemagne, à Cologne, pour expliquer, entre guillemets, la bonne parole, avec des sous-entendus plus que clairs pour qui on va voter, quels sont les bons candidats en Allemagne, etc. C'est évidemment, de mon point de vue, une ingérence inacceptable. Je rappelle aussi que les Turcs et les Marocains qui ont la double nationalité, on connaissait le bon principe, un homme, une voix. Non, ici, ce n'est pas un homme, une voix. Les Turcs de Belgique peuvent voter en Belgique, les Belgo-Turcs, je veux dire, et les Belgo-Turcs peuvent voter également en Turquie. Même chose pour les Marocains. C'est quand même assez singulier. Vous ne trouvez pas dans un système démocratique. Vous voulez dire que cela peut favoriser le communautarisme et donc expliquer le fait qu'il semblerait que pour la génération d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, le vivre ensemble? Je ne sais pas. Moi, j'entends en tous les cas des témoins, des gens qui ont une certaine, disons, une certaine durée dans la connaissance de ces problèmes. Certains disent que c'est, entre guillemets, plus grave, plus communautarisé, je ne sais pas si le mot existe, aujourd'hui qu'il y a, disons, 10, 15, 20 ans. Alors, autre question, que représente selon vous l'intégration et qu'attendez-vous des étrangers résidant en Belgique? Écoutez, moi je n'attends rien, hein. Je ne suis pas en tant que journaliste là pour attendre des choses, ni même faire des propositions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je suis là pour essayer de faire un constat le plus honnête, le plus clair possible. Soyons quand même modestes. Ce n'est pas en 53 minutes qu'on peut faire le tour d'une question aussi complexe, aussi difficile et aussi controversée que celle que nous avons abordée ce soir. Si je réclame un mérite, c'est d'avoir au moins lancé des grelots, d'avoir agité, disons, un peu les esprits et qu'on réfléchisse à la question et qu'on ne fasse pas l'autruche. De nouveau, je répète, des études montrent que le vivre ensemble entre musulmans et non-musulmans s'aggrave et c'est inquiétant. Alors, un commentaire de la part de Nabil, de Forêt, qui dit, et qui c'est plutôt un compliment, enfin, cette émission est excellente, enfin un peu de franchise. Donc ça va dans le même sens. Oui. Est-ce que c'est un sujet dont on a peur de parler? C'est un sujet, comme on dit, touchy, un sujet délicat, parce que très vite, vous l'avez évoqué vous-même, on se fait traiter d'islamophobe. Cette espèce de facilité qu'on vous a à la figure, vous êtes islamophobe, je ne l'accepte pas. En tant que journaliste, nous sommes là pour dire les choses avec le plus d'honnêteté possible, ce que j'ai essayé de faire. Et donc, je n'accepte pas cette accusation un peu facile. On est islamophobe, putain de laine, comme disent les Flamands, terminé. Non, ça n'empêche pas de faire mon boulot. Alors, de la part de Vincent, c'est un commentaire de la part de Vincent, les difficultés énoncées ne sont-elles pas le résultat d'une mauvaise communication, d'un déficit de communication interculturelle, notamment au niveau des familles? Interculturelle, entre les familles, bon, il est évident que plus on vit dans des ghettos, moins il y a de communication interculturelle, ça paraît assez clair. Quand on vit entre soi, dans quelques communes, il est évident qu'il n'y a pas de communication interculturelle. Mais non, ne nous voilons pas la face. Il y a des sujets qui fâchent, qui ne sont pas faciles à aborder parce qu'il y a une contradiction parfois insoluble. Quand, je ne sais pas moi, je prends l'exemple des caricatures que l'on vient de vivre maintenant, il est évident qu'il y a deux conceptions qui s'affrontent et on peut dialoguer parfois avec certains à l'infini. On n'arrivera jamais à les convaincre. Donc le dialogue est évidemment nécessaire, mais la fermeté sur des principes qui nous sont propres est aussi nécessaire. Et donc, c'est toute l'équation qu'il faut essayer de résoudre sans pour autant renier à nos valeurs, à nous aussi, tout en respectant les valeurs des autres. Mais il faut avoir le courage de constater que très souvent, les valeurs des deux communautés sont en contradiction, voire même en opposition. Et c'est bien ça le nœud du problème et ce qu'il faudra essayer de résoudre pour arriver à vivre ensemble en harmonie. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de mixité sociale, culturelle. Mais comme le disait d'ailleurs Nadia Gers dans le reportage, quand on est dans une classe
comme professeur et qu'on a, je sais pas moi, 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 élèves dans la classe sur 20 qui sont d'origine musulmane et d'autres, quand on veut dialoguer, ça va. Mais quand, par exemple, on est avec un prof qui est avec 100% d'élèves musulmans, il est évident qu'il n'y a plus moyen de dialoguer à partir de nos valeurs. Nos valeurs qui sont tout à fait respectables, notamment au niveau des droits de la femme, de l'égalité de la femme. Ce sont des choses qui, pour nous, ne sont pas négociables. On voit des témoins dans votre reportage, des femmes notamment d'origine musulmane, qui expliquent qu'elles doivent vivre cachées, entre guillemets, pour vivre leur vie de femmes européanisées ou occidentalisées. Est-ce que vous avez rencontré pas mal de témoins comme ça qui sont quelque part dans un conflit de loyauté entre leur famille et leur culture qu'elles adorent et aussi cette vie entre guillemets, européenne à laquelle elles aspirent. Bien sûr, et même parfois de manière caricaturale, des filles, surtout des femmes. Ce n'est pas par hasard dans ce reportage, peut-être que vous l'avez observé, qu'il y a 2 tiers de témoins qui sont des femmes et 1 tiers d'hommes. C'est assez rare. Il faut reconnaître que les femmes dans notre société, y compris occidentale, sont souvent sur un pied d'égalité entre les hommes et les femmes. C'était dans le parti pris de donner la parole aux femmes. Et donc moi je crois que les femmes, dans certains quartiers, par exemple au Ramadan, vous promenez à Molenbeek, moi pas parce que j'ai une tête, si j'ose dire, d'occidentale, mais si vous êtes une femme seule et que vous mangez un sandwich à Molenbeek au moment du Ramadan, j'aime autant vous dire que dans certains quartiers, pas partout, vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Et ça, c'est intolérable. Le vivre ensemble, c'est évidemment respecter les traditions des autres, mais pas imposer aux autres les traditions. Or, les personnes d'origine maghrébine ou turque sont souvent, parfois, ça dépend des quartiers, si vous habitez Boisfort ou Uccle à Bruxelles, vous n'aurez pas le même problème, sont parfois contraintes pour avoir la paix, pour qu'on leur, passez-moi l'expression, qu'on leur foute la paix, mettre un voile et faire comme il convient de faire, quitte en stummelings, comme on dit à Bruxelles, les Wallons ne comprennent pas ce mot, mais en catimini, faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, tout de même, en 2015, dans un pays comme le nôtre, un pays démocratique, pour moi, c'est inacceptable. Alors, commentaire de la part d'Audrey qui dit « Bonsoir, une question me vient à l'esprit. Qu'attendez-vous réellement de l'après-émission? Parce que, mis à part pointer du doigt ce que les gens s'imaginaient déjà et semer la panique dans les esprits faibles, je ne vois pas. » Moi, je ne vois pas en quoi ça sème la panique dans les esprits faibles de dire quelques, je crois, vérités. Qu'est-ce que j'attends de l'émission? Je répète, moi, je ne suis pas ici comme politique, je suis journaliste. Je décris une situation de la manière la plus honnête, par complète, je vais te dire en 53 minutes, ce serait d'une prétention rare. J'ai mis sur la table un certain nombre de problèmes à d'autres, à des journalistes, à des hommes politiques, à tous les responsables de s'emparer du problème sans les nier. Ce n'est pas mon rôle de journaliste. Moi, je suis là pour montrer des choses. Bien ou mal, c'est à chacun d'en juger. Alors, une question de la part de Nicolas qui dit « Bonsoir messieurs, faut-il, vu l'aspect polémique que le sujet génère, interdire le port de signes religieux dans les établissements scolaires supérieurs, à savoir haute école, université, et ou au contraire, tous les autoriser sans exception, en espérant que ma question ne s'éloigne pas trop du thème principal, mais en fait pas du tout. Donc voilà, supprimer les signes religieux ou alors tous les accepter. Écoutez, ça de nouveau c'est une question politique, j'ai mon opinion. On ne la tranche pas, visiblement. On ne la tranche pas. Mais pourquoi les politiques ne la tranchent pas? Alors, parce qu'on laisse finalement les directeurs d'école, alors là j'ai une explication. Les responsables d'administration livrés à eux-mêmes. À titre personnel, je peux vous dire que je trouve scandaleux que les hommes politiques, d'où qu'ils soient, n'aient pas réussi depuis des années, au moins une décennie, même plus. Excusez-moi, mais vous avez fait de la politique pendant 5 ans. Oui. Pourquoi ne pas avoir tenté de changer les choses? Mais, écoutez, vous voulez que je rentre vraiment là-dedans? En quelques mots, oui. Eh bien, parce qu'en fait, c'est intéressant. Oui. Vous êtes journaliste, vous avez été journaliste, vous êtes politique. Donc, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, il y a eu des propositions, notamment du MR, pour interdire les signes convictionnels. C'est important à dire, pas uniquement le voile. Bien sûr, tout le monde pense surtout à le voile. Donc, ça veut dire, au-delà du voile? Eh bien, au-delà du voile, ils ont fait une proposition qui a été rejetée. On a dit qu'on allait refaire d'autres propositions dans ce sens. Pour l'instant, c'est toujours sans réponse à cette question. Pourquoi? Alors, parce que c'est touchy, parce que je pense que tous les partis politiques savent que quoi qu'ils prennent comme position, ils vont perdre un certain nombre de leurs sympathisants. Particulièrement à Bruxelles. Nous ne tournons pas autour du pot. Actuellement, à Bruxelles, 30 ou 35% de l'électorat est d'origine musulmane. Donc, quelle que soit la position qu'un parti politique prendra, il mettra à dos une partie de l'électorat. Donc le mieux faire, c'est ni pour ni contre, bien au contraire.
et on laisse faire. Et le scandale, de mon point de vue, est celui-ci, c'est qu'alors les professeurs et surtout les directions d'école, c'est elles qui doivent prendre la responsabilité de choisir de oui ou non. Ce n'est pas à elles de choisir, c'est au pouvoir politique de prendre ses responsabilités et instaurer des règles communes pour tout le monde. Sinon, le directeur d'école qui se trouve face à des parents, quoi qu'il fasse, il aura une partie des parents de ses élèves contre lui. Ce n'est pas son job. C'est lui qui est en position d'infériorité dans cette affaire-là. Et le scandale, je perds le scandale, c'est que le pouvoir politique, sur ces questions, de manière claire et nette, n'a toujours pas tranché. Et vous pensez que le pouvoir politique ne va jamais s'attaquer à cette question? On va toujours faire en sorte de retarder le problème? Je n'en sais rien. Peut-être que l'évolution... J'ai l'impression qu'il y a... S'il y a quelque chose qui a peut-être un peu secoué le cocotier, c'est les affaires de Paris, l'assassinat de Charlie Hebdo. Je pense que je sens un frémissement. Il y a quelque chose qui peut faire bouger les choses, hélas. Mais moi, je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, je n'ai pas de la poudre de perlimpinpin que j'ai mangée avant de venir ici pour savoir ce que le monde politique va faire. Est-ce qu'il va enfin prendre à bras le corps ces questions? Je n'en sais rien, nous le verrons bien. Alors, question sur l'enseignement. Cette fois, ce constat n'est-il pas dû également à la défaillance de l'enseignement, de l'éducation et du nivellement par le bas? Alors, évidemment, il est très clair que la solution des choses qu'on a évoquées dans l'émission, notamment l'échec scolaire et le chômage, même si le chômage est dit, même quand on a un bon diplôme, parfois on est victime de discrimination, mais il faut quand même avoir un bon diplôme. Or, les échecs scolaires dans ces communautés-là est plus important pour toutes les raisons qu'on a évoquées. À la maison, on parle le turc, on parle éventuellement l'arabe, on est sur Al Jazeera, on n'a pas la culture. Tout ça a été démontré depuis des décennies. Tous les bouquins de psychologues, Bourdieu et Passeron, des sociologues, ont montré que quand on sort d'un milieu social défavorisé, on réussit en moyenne beaucoup moins bien à l'université. Mais quand, en plus, une couche supérieure de lasagne, si je puis dire, on a un handicap dû à l'origine culturelle et qu'on est un étranger, c'est une couche supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre le paquet, comme on dit vulgairement, sur ces enfants pour leur permettre d'acquérir un diplôme. Et je veux dire autre chose. On dit que l'immigration, c'est notamment Brigitte Maréchal, la professeure d'université, dit dans l'émission, l'immigration est une richesse qu'il faut pouvoir gérer. Une richesse notamment en quoi? Eh bien, notamment au niveau de la natalité. C'est vrai que nous sommes dans une culture vieillissante. L'Allemagne fait venir. Jeunes bras. Alors, c'est une richesse que tous ces jeunes, plus tard, paieront la pension pour des gens comme moi, si je puis dire, puisque je ne suis pas un perdre d'année, à une seule condition, c'est que ces jeunes soient formés et aient un diplôme. Sinon, ils vont agrandir le lot des chômeurs. Donc, la richesse dépend aussi, si on le voit d'une manière très égoïste, il faut évidemment que ces jeunes aient un travail, qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Tout le monde y a intérêt, y compris la Belgique, y compris les Belges de souche, y compris bien sûr les immigrés. Et donc c'est quelque chose de super important. Tout passe par l'enseignement, par la formation. Alors dans le reportage, vous allez dans une ASBL qui s'occupe des enfants en dehors des heures de cours pour les remettre à niveau, les aider dans leurs devoirs. Et je sais, vous m'avez raconté en revenant de tournage que la plupart des parents qui sont encore très jeunes, de ces petits-enfants, parlent entre eux autre chose que le français ou le néerlandais. Souvent. Comment expliquer ça? Parce que ça engendre aussi des difficultés. Souvent, ils parlent autre chose que le français et de surcroît, en moyenne, la plupart des parents de ces enfants n'ont pas dépassé le niveau secondaire inférieur. Donc vous pensez bien qu'ils sont le plus souvent, même s'ils sont de bonne volonté, ils sont incapables de donner un coup de main à leurs enfants lorsqu'ils ont des difficultés scolaires. Donc il faut les prendre le plus tôt possible. Tous les pédagogues savent d'ailleurs que c'est dans les premières années de la vie, y compris en gardienne, que les carottes se cuisent, si je puis dire. C'est à ce moment-là qu'on met le paquet sur les jeunes. Il faudrait presque des licenciés, des docteurs, comme dans tous les pays scandinaves, en Finlande, etc. Chez nous, nous avons l'habitude de prendre des enseignants peu diplômés pour le primaire et de plus en plus diplômés en fonction où on monte dans la hiérarchie, si je puis dire, du cursus scolaire. Il faudrait presque faire l'inverse. Parce qu'un gosse qui réussit brillamment son école primaire, il est sur les rails, n'est-ce pas? Après, il faut vraiment une catastrophe pour qu'il ne s'en sorte pas. C'est donc dans l'enseignement primaire et gardien qui, comme on dit vulgairement, il faut mettre le paquet. Ça, c'est un avis d'ancien prof. Alors, commentaire de Maria, plutôt positif, mais
quand même teinté un peu de morosité. Donc bonsoir, j'ai la tristesse de vous dire bravo monsieur, vous avez totalement raison. Et autre question. Pourquoi la tristesse? La tristesse de dire que le constat est triste. Si effectivement il y a une sensation. Je crois qu'elle était triste que j'ai raison. Non. Ça m'a inquiété. Alors le titre de l'émission c'était l'intégration. En tout cas le sous-titre de l'émission c'était l'intégration est un échec. Et un internaute nous dit le point d'exclamation donne l'impression que vous affirmez que l'intégration est un échec. Oui, enfin, est-ce qu'on peut considérer, je vais me répéter là, que l'intégration est une réussite avec le nombre entre guillemets de personnes issues de l'immigration qui donc ce que vous dites, c'est que toute l'intégration, bien entendu, n'est pas un échec, mais qu'il y a encore un trop grand pourcentage de personnes qui sont, entre guillemets, larguées au niveau de l'enseignement, larguées au niveau du boulot. À partir du moment où il y a un décalage entre la moyenne des Belges et une grande partie de la moyenne des immigrés, c'est que l'échec de l'intégration n'est pas réussi. On pourra dire que l'intégration est réussie, je vais faire la balance, lorsque tout le monde sera au même niveau. Et on est loin du compte, hélas. Et pas de la responsabilité. C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. D'accord. Alors, un commentaire de la part d'André. Avez-vous reçu des pressions suite aux événements récents pour reporter ou annuler cette émission? Non, absolument pas. Cette émission était réalisée depuis septembre-octobre. Elle était, comme on dit vulgairement, dans le tube. Et elle est tombée au moment où nous sommes là. Et elle avait été programmée pour aujourd'hui, quand les événements sont arrivés. Et nous n'avons pas jugé, et moi non plus, utile de la postposer. Je rappelle que dans cette émission, on ne parle ni d'intégrisme, ni d'islamisme, ni de terrorisme, de rien de tout ça. Je ne dis pas que cette analyse dans l'émission ne peut pas avoir un éclairage particulier sur les problèmes qu'on vit actuellement. Tout est toujours important dans les analyses, mais aucune incidence, en tous les cas, sur les événements de Paris ou même de Verviers, sur notre émission, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs. Alors, un commentaire de la part de Jodai. Chaque partie... Jedi, c'est dans un... Alors, chaque parti a été représenté, aucun parti pris. Le retour de Jean-Claude Defossé est un coup de poker incroyablement réussi. C'est gentil, je remercie, monsieur. C'est Jedi. Je me demande si ce n'est pas une jeune femme. C'est le retour de Jedi. Alors, une autre jeune dame, Delphina, j'ai du mal à donner son nom de famille. Alors, que pensez-vous de l'expulsion pure et simple des immigrants ayant commis un délit? Bon, alors, écoutez, moi je suis de nouveau, je suis journaliste, je n'ai pas à avoir des opinions pour l'avenir, chacun juge. Vous savez que c'est difficile d'expulser des gens belges nés en Belgique. Non, mais justement, ça a été vu dans l'émission, les Marocains et les Turcs, pour l'immense majorité, ils ont une double nationalité. Donc, ils sont belgo-marocains ou belgo-turcs. J'ai assez montré, je pense, qu'un jeune Turc que j'ai interviewé, on le floute parce qu'on ne peut pas le voir, un gamin de la 3e génération, va devoir faire son service militaire en Turquie. Et il est turco-belge ou belgo-turc. Même chose pour les Marocains. Voilà. Alors, est-ce que, pour autant, s'il commet un délit en Belgique et qu'il n'a vécu qu'en Belgique, on va le renvoyer au Maroc alors qu'il n'y a jamais vécu? C'est une condamnation quand même terrifiante. Hein. Il va retourner à un endroit qu'il ne connaît pas, sauf peut-être en vacances avec ses parents, dans sa famille. Moi, je n'ai pas à prendre position là-dessus. Moi, je suis journaliste. Je mets l'équation sur la table. Chacun, les politiques, en jugeront. Mais moi, je ne vais pas répondre à cette question. Je suis désolé. Même si j'ai une opinion là-dessus. Mais vous ne la connaîtrez pas. Alors, encore un compliment d'Anne Caudron, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui vous dit « Tu n'as rien perdu de ta superbe, toujours aussi impertinent, percutant et juste. Bravo. Oui. » Alors, question et commentaire un peu plus délicat de la part de Benoît. Selon vous, l'islam est-il compatible avec la démocratie? C'est toute la grande question. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Je crois que dans toutes les religions, dans tous les textes religieux, il suffit de les lire, avoir le courage de lire, il y a des textes qui sont, violents, qui sont agressifs. Tout dépend de l'interprétation. Et il y a des textes on les interprète comme on veut, ils sont violents, d'autres qui sont... C'est souvent... Dans la Bible aussi. Voilà, tout à fait, je viens de le dire. Il y a plein de contradictions, parfois, dans tous les textes religieux. Est-ce que l'islam est une religion moins compatible avec la démocratie? On peut poser la même question du temps de l'Inquisition chez les chrétiens. Ce qu'on peut peut-être au moins poser comme question, est-ce que la religion musulmane ne doit pas faire un peu son évolution
pour qu'elle soit un peu plus compatible avec la démocratie. La religion musulmane est une religion un peu totalitaire, au sens qu'elle s'occupe de tous les aspects de la vie, pas uniquement l'aspect politique. Et faire une césure entre le politique et, je dirais, le privé dans la religion musulmane, c'est une question importante qui pose problème. Je ne vais pas la trancher ce soir, je ne suis pas un spécialiste, mais au moins ça mérite d'être posé. Je trouve que la question est pertinente. Alors, encore un compliment, hein, donc très bon travail journalistique. Je vous les lis aussi, hein, les compliments. C'est gentil, ça fait plaisir. Au moins, à RTL, on ose montrer la réalité des choses. Ce reportage met aussi en valeur ceux et celles qui travaillent et qui, avec de la volonté et du courage, réussissent de brillantes études. Finalement, la nationalité n'a pas d'importance, il faut seulement de la volonté. C'est ce que vous pensez? C'est vrai qu'il y a des témoignages aussi très positifs dans le reportage. Mais pas d'angélisme là-dedans non plus. Toutes les études, tous les sociologues, je cite Bourdieu et Passeron, qui sont deux grands sociologues, qui ont fait déjà il y a 30 ou 40 ans des bouquins qui montrent que le système scolaire, pas seulement pour les immigrés, mais pour l'ensemble de la société, c'est le titre du bouquin, c'est la reproduction. Ça veut dire qu'en gros, majoritairement, les enfants, si j'ose dire, de notaires seront notaires, les enfants d'avocats seront avocats. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Oui, mais si en plus vient se greffer sur ce handicap social des difficultés d'ordre culturel, d'immigration, de culture, ça aggrave le cas. C'est une couche de lasagne supplémentaire. Donc, pas d'angélisme. Bien sûr, le cas d'Afida Bakiwi, le docteur, est extraordinaire. Ça donne de l'espoir à tout le monde, quand on veut ou peut. Mais en tous les cas, statistiquement, ça ne se vérifie pas. Donc, il ne faut pas non plus être naïf. Il faut donner des coups de main. Il faut aider ceux qui sont traités de manière égale des situations inégales. Ça veut dire donner des avantages aux plus faibles par rapport aux plus forts. Et ça, c'est pas de mal avec que, si j'ose dire, la grande bourgeoisie des grandes écoles de Bruxelles accepteront qu'on donne plus d'argent dans certaines communes défavorisées au détriment des beaux collèges. Oui. Et donc ça, c'est une question politique qui m'échappe. Mais en tous les cas, la solution, ou une partie de la solution, passe évidemment par là, traiter de manière inégale des situations inégales et favoriser les plus faibles. Ça, c'est une option politique, c'est une option, je dirais, idéologique, dans laquelle chacun peut être amené à réfléchir. Moi, j'ai la mienne, vous le sentez bien. Oui, un petit peu. Alors, commentaire de la part de Michel. Pourquoi les femmes musulmanes portent-elles de plus en plus le voile? Ce n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est un thème que vous abordez dans votre reportage, avec des témoins. Ce qui a changé, moi je pense qu'une des explications, mais je ne suis pas sociologue, je pense qu'il y a une sorte de repli, je l'ai dit, un repli communautaire, une manière de se retrouver en soi, une espèce d'identification, peut-être au-delà du religieux, parce que j'ai eu de nombreuses discussions avec des spécialistes de l'islam. Le voile n'est pas une obligation religieuse. C'est une manière de se regrouper, de s'identifier. Écoutez, moi, je n'ai pas d'explication particulière. Je répète, c'est pas mon boulot. Voilà. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, le commentaire de Manu qui dit que la stratégie du parti politique ayant poussé au vote des étrangers est un succès total. On parle d'un parti, mais à mon avis, on peut mettre ça au pluriel maintenant, oui. Le reportage montre une des conséquences, le vote communautarisme, qui est la pierre dans la chaussure de la démocratie. Mais c'est évidemment, à partir du moment où, dans chacun des partis, on essaie de faire plaisir à tout le monde, ne jamais froisser personne, de ne pas... c'est ce qu'on appelle... Je fais une parenthèse ici. Je viens de lire juste avant de venir qu'au Québec, qui a été le pays où on a le plus favorisé le multiculturalisme et on a inventé l'expression « les accommodements raisonnables ». C'est un certain Taylor, un philosophe, qui a inspiré ça. Eh bien, je viens de voir qu'au Québec, on fait complètement marche arrière dans ce domaine-là. On estime avoir lâché. Ça veut dire qu'on a tellement lâché de l'Est que sur un certain nombre de valeurs qui font quand même le socle commun en Occident, on a tellement lâché de choses que finalement, ce n'est plus gérable. Donc il y a une espèce de retour en arrière, un retour de flamme sur les conceptions multiculturalistes qui existaient au Québec, et ça, c'est quand même assez étonnant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait moins d'acceptation de coutumes culturelles différentes? J'ai vu simplement cet article, sans plus. Je pense qu'une des réponses au Québec, et un peu partout d'ailleurs en France, c'est l'idée que l'État laïque, je dis bien l'État, pas les conceptions philosophiques laïques, c'est pas la même chose, l'État laïque
est une sorte de socle commun qui doit permettre à toutes les religions, sur un plan d'égalité, quelle que soit leur importance, de pouvoir s'exercer en toute liberté, mais dans la sphère privée. Et que de toute façon, les religions et les lois des religions, les textes religieux sont de toute façon au niveau législatif, au niveau légal, subordonnés à la loi du pays. Ça, c'est la condition du vivre ensemble. Un socle commun qui protège toutes les religions, y compris les religions minoritaires. Dans des pays pluralistes comme ceux dans lesquels on vit maintenant, pluralistes au niveau des idées, et c'est très bien ainsi, c'est la seule manière de vivre ensemble, c'est d'avoir un socle commun, un respect commun pour des lois communes, avec bien sûr toute une série de règles qui sont non négociables, du style « l'homme et la femme sont égaux », par exemple. Si une religion, quelle qu'elle soit, veut mettre à mal ce genre de règles, ça va poser problème dans un état de droit laïque comme le nôtre. Alors, commentaire de la part de Ravenne. Bravo pour cet intéressant reportage sans tabou. Serait-il possible d'approfondir cette problématique de la double nationalité? Et encore bravo. L'approfondir. Oui, alors la double nationalité. Mais vous l'abordez plusieurs fois dans le reportage. Oui. Mais il y a des témoignages incroyables de gamins qui sont nés ici, qui sont belges, et qui disent « je vais aller faire mon service militaire en Turquie ». Bon, je prends la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948, où on dit « l'homme a le droit de changer de religion, de changer de nationalité, etc. » Mais c'est quand même le minimum d'un droit de dire « moi je ne veux plus être ceci et je veux être ça ». Ça fait partie de la conscience, de la liberté individuelle. Cette obligation légale d'être marocain pour l'éternité et d'être turc pour l'éternité, personnellement, c'est quelque chose qui me heurte. Oui, mais enfin, les témoins qui apparaissent dans le reportage n'ont pas l'air de vivre ça comme une sanction, comme quelque chose de négatif. Ils sont plutôt fiers, ils revendiquent quand même leur origine. S'ils sont fiers d'être comme ça, qu'ils le restent. Mais le problème, c'est quand un Marocain ou un Turc ne veut plus l'être, il doit aller contre toute une série de traditions, voire de lois, voire de stigmatisation qui l'empêchent d'être... Le problème n'est pas seulement le droit de mettre un voile, c'est aussi le droit de ne pas en mettre un. Dans certaines régions, dans certains quartiers, dans certaines écoles, par exemple, il y a des filles qui mettent le voile, comme on dit, pour avoir la paix. Donc on ne les oblige pas à mettre le voile. Alors une question un peu plus longue là. Dans l'émission, donc vous illustrez des exemples d'intégration parfaitement réussis en montrant des personnalités publiques, donc ministres, footballeurs, enfin on aurait pu continuer à la stars de la télé. Oui. Et selon moi, dit cet internaute, un étranger peut parfaitement être intégré et pourtant diplômé ou sans emploi ou au contraire travailleur non qualifié et totalement anonyme. Donc cet extrait de l'émission soulève une question essentielle sur votre définition de l'intégration réussie. Quelles sont les données qui peuvent expliquer, qui peuvent définir une intégration réussie? L'intégration, c'est notamment par l'emploi. Je l'ai dit, je crois, dans le commentaire. J'ai pris ces exemples-là connus parce qu'on les identifie. Mais il y a une myriade, l'immense majorité. J'ai montré que le chômage était plus important chez les Marocains et encore plus chez les Turcs. Mais ce n'est pas pour autant que tous sont au chômage. Donc l'intégration, c'est par l'école, c'est par le travail, c'est par le quartier, c'est par les relations. Et bon, l'immense majorité est évidemment intégrée de ce point de vue-là, c'est clair. Je n'ai pas dit le contraire. Simplement, vous savez, on dit souvent les journalistes ne sont pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure, mais des trains qui déraillent. J'ai pointé les dysfonctionnements de l'intégration et de la démocratie, ce faisant. Mais ce n'est pas pour autant que tout est mauvais, n'est-ce pas? Cette enquête, ce reportage, vous l'auriez réalisé il y a 5 ans? J'en sais trop rien, franchement. Je ne sais pas. Vous auriez osé? Est-ce que le climat était différent? Écoutez, à ce moment-là, j'étais plus journaliste, donc la question... Si, il y a 5 ans, 5-6 ans, vous étiez encore journaliste. Vous savez, moi, je constate que de ces questions, on les discute, on en palabre depuis des décennies. Il y a eu les États généraux, plutôt les assises de l'interculturalité. On a blablaté pendant des semaines, voire des années, en consultant des dizaines... Mais c'est très bien, ça, c'est oui, positif. très bien, mais qu'est-ce que ça a donné? Rien. Rien. Concrètement, rien. Voilà. C'est très bien, il faut réfléchir, il faut dialoguer. Mais au niveau du résultat final, concrètement, dans les lois, dans le manière de vie, moi, je ne discerne rien. Ces assises n'ont rien donné concrètement dans la pratique quotidienne, dans le vivre ensemble. On a beaucoup réfléchi. Chaque
religion est venue avec son paquet de revendications, de souhaits, comme on disait au Québec, d'accommodement raisonnable. Je ne sais d'ailleurs pas où ça en est. Tout ça est géré un peu aussi à l'emporte-pièce. Dans certaines communes, on est plus tolérant sur le voile pour les enseignants, dans d'autres pas. Ce n'est pas acceptable dans un état de droit qu'il y ait une telle diversité de réactions par rapport à des problèmes qui sont à la fois mineurs, parce que vous dites qu'est-ce qu'on s'en fout du voile, etc., qui sont aussi majeurs. Il y a là-dedans... Oui, parce que ça tient du voilà. symbole. Donc, certains disent, pourquoi est-ce qu'on veut se casser les pieds là-dessus? Non, il y a là-dedans un symbole et quelque chose qui doit absolument être réglé. Que nos dirigeants, une fois pour toutes, règlent ces questions, balisent la démocratie, balisent le vivre ensemble, balisent ce qui est acceptable et pas acceptable, ce qui fait partie du socle commun non négociable. Par exemple, en France, pour l'instant, c'est très clair, le président de la République, Hollande, a encore dit récemment, au niveau, par exemple, des caricatures, au niveau de l'expression, c'est notre manière de faire et ce n'est pas négociable. Et on voit que ça peut provoquer quelques problèmes, n'est-ce pas? Au moment où on parle, on est encore en train de se battre dans la moitié des pays arabes contre le prophète. Donc, il y a des choses qu'il faut peut-être préciser, qui sont celles du vivre ensemble, qui ne sont pas négociables. Voilà. Dans l'enquête, il y a pas mal de personnes qui témoignent à visage masqué. Oui. Elles avaient peur de quoi? Il y a des professeurs, il y a des témoins, il y a un médecin. Elles avaient peur, pour ce qui est des profs, de retourner dans leur classe, de devoir se justifier, des élèves qui vont, etc. C'est très dur. Surtout quand Seulement les élèves ou aussi les directions? Et aussi les directions, et aussi parfois des collègues qui ne sont pas d'accord. Et pour ce qui est de certains témoignages, c'est surtout, encore plus, je l'ai dit, il y a un médecin qui témoigne, qui avant, j'avais interviewé, il était d'accord que je l'interviewe à visage découvert, et qui m'a téléphoné après les événements, il m'a dit, bon, j'ai un peu la trouille, enfin j'ai beaucoup la trouille, est-ce que vous ne voulez pas me flouter? C'est inquiétant, n'est-ce pas? Si en 2015, dans une démocratie en Europe, on en arrive sur des questions comme ça, à devoir interviewer des gens parce qu'ils ont peur de s'exprimer pour les représailles, pour la stigmatisation de leur communauté ou de l'école ou des élèves, c'est inquiétant. Moi, c'est peut-être la chose qui, dans l'émission, ce que je retiendrai de cette émission, au-delà de tas de trucs que j'ai découverts plus ou moins... C'est une forme d'omerta encore? C'est une forme d'omerta, et en ce sens, je dirais, l'émission Dossier Tabou se justifie. On a parlé de manière masquée, si je puis dire. On a permis à des gens de parler de choses taboues, dont on ne parle pas, pour toute une série de raisons, de craintes, de représailles, etc., comme je viens de le dire. Alors, encore des compliments, hein, Jean-Jacques, qui vous dit bravo pour l'émission, mais il reste encore beaucoup de questions, évidemment. Et puis le commentaire de Anne, qui dit bonsoir, je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas l'utilisation qui est faite de leur religion. J'ai plein d'amis musulmans qui m'en ont souvent parlé, des valeurs de religion, de leur religion, et je trouve que cette religion a énormément de belles valeurs. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas que leur religion est utilisée par des politiques qui croient plus à l'argent, à la rentabilité des personnes qu'aux valeurs que celles-ci leur inculquent. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être même propre à l'usage excessif de toutes les religions, ça. Oui, je pense que ce n'est pas spécifique à la religion musulmane. Alors, autre question, un peu piquante. Le système associatif belge, c'est donc une question de Francis Oquet, les ASBL bidons, entre guillemets, créés depuis 25 ans pour maintenir une pseudo-paix sociale, sont-elles considérées, ou sont-elles à considérer comme un échec de la multiculturalité en région bruxelloise? J'en sais rien. J'ai la modestie de... D'abord, de nouveau, c'est une généralisation. Il y a un tas d'ASBL. Certaines, je pense, sont efficaces, avec des gens formidables, qui font un boulot formidable. ASBL qui tentent de répondre à toutes les ASBL sont géniales et toutes les ASBL sont des nids de fainéants qui ne foutent rien, ce serait absurde de moi. Voilà. Je ne peux pas répondre à une question comme ça. Je n'ai pas une boule de cristal pour vous répondre à une question comme ça. Ça n'a pas de sens de poser une question et de généraliser. Il y a sûrement des gens dans les quartiers, des animateurs de rue, des gens qui font un boulot fabuleux, difficile, etc. Partout. Et un peu d'autres qui ne font pas leur boulot, qui sont, je ne sais pas moi, les planqués, qui n'en font pas. C'est vrai dans tous les métiers, y compris les journalistes.
Alors, Belgique ou Bruxelles, c'est une question de Salomé et de Halima. L'émission vise principalement Bruxelles, mais la Belgique est dense et variée. N'oublions pas que la Flandre et la Wallonie sont aussi peuplées de personnes qui viennent d'ailleurs. Peut-on tirer les mêmes conclusions sur l'immigration pour le reste de notre pays? Écoutez, moi, je crois que ça ne doit pas être tellement différent. Je crois qu'à situation semblable, les réactions sont semblables. Si j'ai décidé pour l'essentiel de faire ça à Bruxelles, parce que c'est à Bruxelles que les concentrations, je l'ai dit, je crois que 7 communes rassemblent 50% des immigrés marocains et 9 communes 45% des immigrés turcs. Donc ça me paraissait tout de même plus facile, peut-être plus démonstratif de mettre surtout le paquet à Bruxelles, mais je ne nie pas du tout qu'à Anvers, notamment à Charleroi et à Liège, ou à Verviers, des problèmes de cette nature existent. Je peux, en 53 minutes, je ne peux pas faire le tour d'une question aussi complexe. Peut-être que l'ambition était-elle démesurée. Je pense qu'une émission comme ça, si elle met quelques petites fléchettes, qui met le doigt sur quelques trucs, et qu'elle a suscité, disons, une réflexion et secoué le cocotier, j'espère qu'elle est arrivée à faire œuvre utile. Voilà. Mais je n'ai pas d'autre ambition. Certains disent que, Nat, par exemple, disent qu'après avoir vu ce reportage, ils sont pris de peur quelque part. C'est anxiogène. Non, je ne crois pas qu'il faut prendre peur. Je pense qu'il faut réfléchir ou vivre ensemble, ne pas se mettre la tête dans un sac, ne pas non plus considérer l'autre, le musulman ou le marocain, comme un ennemi ou je ne sais pas, quelqu'un. Je crois qu'il faut se rapprocher, il faut dialoguer. Moi, j'ai beaucoup d'amis marocains et turcs, un peu moins. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que vous dites. Donc, c'est une autre question ici. Tout ça n'est-il pas une utopie, en fait, le vivre ensemble? Non. Après avoir entendu les propos du roi Hassan II, partagez-vous la même impression que moi, à savoir que nous faisons fausse route, que l'intégration est une mission impossible, donc une utopie? Deux peuples aux cultures, religions, croyances et mœurs si différentes et opposées ne sont-ils pas tout simplement incompatibles? Ce n'est pas du racisme que de reconnaître nos différences. Non, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a suffisamment d'exemples très positifs dans ce domaine, y compris dans mon quotidien. Je côtoie presque tous les week-ends des amis marocains, des amis qui viennent. Non, je trouve que c'est une manière de voir les choses beaucoup trop carrée. Simplement, il faut réfléchir à enlever, comment dirais-je, les barrières qui, dans une certaine sphère d'une certaine immigration, nous empêchent de... Je crois que ce qui est dangereux, c'est quand on crée des ghettos. Quand on dresse des murs mitoyens entre les communautés, c'est évidemment un ferment. Je vais être un peu inquiétant là. Je pense que quand on crée des sociétés comme ça, on se retrouve bientôt à l'extrême, comme à Beyrouth, n'est-ce pas, où il y a les chiites, les sunnites, les maronites, les chrétiens coptes, et que ceci, et chacun est dans son coin et se regarde par au-dessus du mur. Ça, c'est très dangereux. Et on voit ce qu'il en a été au Liban. Donc il faut se mélanger. C'est le contraire du racisme, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, par boutade, lorsque l'humanité entière sera métissée, il n'y aura plus de racisme. Ce qui, moi, m'inquiète, c'est quand je vois que 86% des Marocains se marient entre eux, dans la plupart du temps, avec un conjoint qu'on fait venir du Maroc. Chez les Turcs, c'est 93%. Idem, on fait venir encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Par parenthèse, ce n'est pas dans l'émission, 7300 mariages bidons ont été refusés par l'Office des étrangers comme un moyen bidon pour obtenir la nationalité belge en 2013. Vous imaginez. Donc, on ne peut pas dire que quand une communauté se marie à tel point entre elles, que c'est une forme d'intégration. Je ne dis pas que c'est scandaleux de se marier, c'est à ta vie quelque part. Mais à ce point-là, ça montre à quel point il y a une sorte de repli entre les communautés et qu'on ne se mélange pas. Moi, ça, c'est le contraire du racisme, le mélange. Donc, quand on me traite de raciste ou d'islamophobe ou que sais-je, j'oppose justement cet argument-là. Moi, je suis pour les mélanges. Donc, c'est le contraire du racisme. Alors, difficile de ne pas réfléchir, de ne pas penser, évidemment, aux événements de ces derniers jours. Oui. Vous avez évidemment travaillé sur un autre aspect de la question. Oui, oui. Mais quand même, lorsque vous avez appris les attentats de Paris, les attentats déjoués en Belgique,
Est-ce que vous faites le lien entre ces jeunes qui, pour certains, sont nés en France ou en Belgique, qui partent là-bas, qui reviennent ici pour commettre des attentats, et l'enquête que vous avez menée sur le terrain? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ah voilà, j'ai peut-être une clé de compréhension là? Non, je n'ai pas une clé de compréhension. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'entends souvent dire que c'est des enfants de quartiers désœuvrés, défavorisés, désespérés qui partent. Et là, ce n'est pas vrai. Il y en a aussi plein d'autres. J'ai vu des cas relativement nombreux de gosses qui réussissent à l'école, qui terminent leur réto ou qui sont épanouis scolairement et tout d'un coup, paf, ils partent en Syrie ou en Irak. Donc cette clé d'explication qui partirait uniquement du fait social du désœuvrement, je pense que c'est un peu pauvre. Je pense que les causes sont multiples et je pense qu'une des principales causes, c'est les problèmes affectifs parfois dans les familles. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement aussi, quand on a la malchance pour ces jeunes de tomber sur des prédicateurs habiles, pour les embobiner, comme on dit, pour les endoctriner. Les endoctriner, mais tout ça joue. Le contexte du quartier, le contexte des amis, les mauvaises fréquentations, tout ça joue. Moi, je n'ai pas la prétention, en faisant cette émission, d'avoir une clé d'explication totale sur ce problème, qui est certainement lié à des tas de considérants extérieurs. Mais, vous savez, ce qui nous construit, ce qui nous fait dans la vie, c'est une multitude de causes, de raisons, d'expériences. Et réduire ça à une ou deux me paraît faux. Alors, une dernière question, Jean-Claude Defossé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce tournage? Que vous aviez bien préparé et tout ça. Quel est le moment qui vous a le plus étonné, le plus... Eh bien, ce qui m'a, je l'ai dit, je le répète, le plus étonné, c'est à quel point, sur un sujet comme celui-là, il est difficile de faire s'exprimer des gens concernés dans leur vécu, donc des gens qui ont des choses à dire, qui l'ont, comme on dit vulgairement, sur la patate, pour leur faire sortir de la patate et oser le dire à la télévision publiquement, n'osent pas le dire, ne le disent pas du tout, disent je te dis ça. Hein, et ceux qui l'acceptent pour une bonne part, vous l'avez vu dans l'émission, ce qui n'est pas agréable dans une émission de voir des gens floutés, je le sais. Je préférais quand même faire ça que ne rien avoir du tout. Voilà, ça c'est la chose qui, moi, m'a le plus étonné et aussi le plus inquiété. Merci d'avoir répondu aux questions de tous ceux qui ont suivi cette émission. On vous retrouvera bientôt, donc dans quelques semaines, avec un nouveau dossier tabou. Oui. Je ne vous pose pas la question de savoir lequel. Secret industriel. Secret industriel. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir posé vos questions. À dans quelques semaines sur RTL TVI pour un nouveau dossier tabou. Et merci.